Bonjour à toutes et à tous. Merci à Gaël et à toute l'équipe qui organise ce festival, la 5e édition, de m'avoir invité à faire cette ouverture et à vous inviter à un voyage. Donc, vous allez parler d'innovation pédagogique, d'après ce que j'ai vu sur le programme. Et moi, je vais vous emmener dans une première étape de ce voyage, puisque ça va durer 15 jours à peu près pour celles et ceux qui feront toutes les étapes. Un voyage qui est assez particulier, qui va vous montrer comment on peut pousser un petit peu l'innovation pédagogique à partir de la créativité. Autrement dit, évidemment, l'endroit dans lequel je vais vous emmener, c'est une salle de classe d'université. Donc moi, je suis professeur d'université, mais oubliez que je suis prof d'université, parce que ce que je vais vous montrer là, nous le faisons aussi dans les entreprises, nous le faison aussi dans la formation continue. C'est-à-dire que vous allez voir au fur et à mesure de mon invitation, on va pas mélanger tout ça, mais on va se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul monde en fait, un monde dans lequel on apprend tout le temps. On parle de formation initiale, de formation continue, mais vous allez voir au fur et à mesure, dans ce que nous expérimentons à Lille, et pas uniquement à Lille, les gens qui nous contactent, avec qui nous échangeons nos pratiques, ne sont pas des profs ou des étudiants. On a des directeurs, des managers, des DRH, des formateurs. Et on dit souvent on pense souvent qu'il y a le monde de la formation et il y a le monde du travail. En fait, vous allez le voir au fur et à mesure, le monde de la formation aujourd'hui, il est professionnalisant. On met nos étudiants, nos élèves dans des situations pratiques. Et le monde du travail, entre guillemets, il est apprenant. Les gens apprennent pendant leur travail. Ils apprennent aussi bien après le travail, dans la troisième vie. Et donc, il n'y a pas cette rupture entre le monde de l'éducation, avec son innovation pédagogique, et le monde du travail ou de la formation tout au long de la vie, puisque dans ce que je vais vous montrer, alors qu'on va parler d'étudiants d'université, eh bien, plus de 3 fois sur 4, les personnes qui nous contactent sont des directeurs, des managers, des chefs d'entreprise, sont des formateurs, des centres de formation. Donc, ça va bien au-delà, ce voyage que je vous propose, va bien au-delà qu'une salle de classe avec un prof qui a envie de faire des choses un peu particulières. Donc, c'est un voyage quand même surprenant pour une première étape. Je pense que vous avez osé, parce que quand on voyage, il faut accepter de faire des rencontres improbables. C'est-à-dire que si vous voyagez pour aller voir des choses qui existent déjà, que vous connaissez, vous n'apprenez pas grand-chose. Donc il faut oser aller dans des endroits inattendus. Vous retrouvez un peu comme une poule parfois devant un couteau en se demandant qu'est-ce que cet objet, à quoi peut-il servir. Il y a plusieurs façons de se servir d'une poule et d'un couteau, vous imaginez. Et donc moi, ce que je vais vous emmener dans un endroit qui au départ va peut-être vous surprendre, même si le cadre est très classique, mais ce que l'on y fait est complètement incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Tout ce que je vais vous montrer est réel. Il n'y a aucune photo, aucun film, même si on les trouve sur Internet. Par contre, tout est sous forme de dessins originaux. Tous les dessins que vous allez voir sont originaux, ont tous été faits pendant l'expérience avec l'un de mes collègues, Charlie. Donc moi, je suis prof d'université, j'enseigne depuis 25 à 30 ans à l'université, et très franchement, je vous dis, j'adore enseigner de manière classique. Je ne suis pas du tout un frustré de l'enseignement académique, j'adore faire ça, faire des cours, j'adore utiliser une craie, un tableau, je sais aussi bien utiliser un ordinateur, des applications. Et depuis 25 ans et quelques, j'enseigne de manière académique, et il y a 5 ans à peu près, parce qu'avec des collègues, on était sensibilisés à des méthodes de travail collaboratif. Donc à l'université, on s'était un peu initié à ce qu'on appelle le co-design, le travail collaboratif. On a commencé à monter des sessions d'interactivité avec les entreprises. On s'est dit, c'est quand même un peu dommage de couper un peu cet enseignement classique d'un côté, et puis cette façon de travailler en intelligence collective. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer de mixer l'ensemble? Et donc, mes étudiants, se retrouvant devant moi depuis quelques semaines, donc je découvre mes étudiants, je leur propose une méthode. Donc je me retrouve devant mes étudiants il y a 5 ans, je fais ça depuis 5 ans, et je leur dis, voilà, moi je suis votre prof de génétique, est-ce que vous avez envie, vous êtes un petit peu comme vous, aligné, est-ce que vous avez envie que je vous fasse cours de manière normale? Un peu comme un formateur pourrait dire aussi à des apprenants, est-ce que vous avez envie que je vous mette à niveau, que je vous montre un petit peu, que je vous actualise, que je vous montre un petit peu des choses classiques, de cette manière-là. Mes étudiants, je leur ai dit, alors ça veut dire quoi enseigner de manière normale ou apprendre de manière normale? Je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, moi je connais le programme, donc je peux vous transmettre mes connaissances. Je vais vous transmettre mes connaissances, charge à vous de m'écouter, de me poser des questions, d'absorber, d'interagir.
Et puis, charge à vous aussi de travailler chez vous, parce que, vous savez, moi je transmets mes connaissances, j'enseigne, mais vous devez apprendre. Et comme vous devez apprendre, eh bien, il y a un travail qui se fait, qui n'est pas forcément un travail en classe. Et le jour d'examen, c'est assez simple. Le jour d'examen, je fais ça depuis 25 ans, j'ai l'habitude, moi je vais vous poser des questions, et puis je vous noterai, je vous évaluerai avec des notes, des marques, comme on peut dire, et puis je serai même capable de vous expliquer pourquoi j'ai enlevé les points. Donc si vous n'avez pas bien répondu à mes questions, eh bien, ou avec de mauvaises réponses, eh bien, je peux vous expliquer pourquoi je vous ai retiré tel type de point. Donc les étudiants ont été assez perplexes, ils le sont chaque année, puisque chaque année je leur propose la méthode, en me disant mais on veut bien que vous nous enseigniez différemment, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'autre? Et il y a souvent un étudiant qui lève le doigt et qui dit tout monsieur, mais pas la classe inversée. Pas la classe inversée parce que là, on le fait déjà avec un autre prof. C'est pas qu'on n'aime pas, mais en fait, c'est trop de boulot. La classe inversée, alors la classe inversée, si Marcel Lebrun était là, il vous dirait il y a plusieurs niveaux de classe inversée, bien sûr. Mais la classe inversée la plus classique, c'est on fait le cours à la maison, voilà, et les devoirs en classe. Autrement dit, je vous donne le contenu du cours, vous travaillez chez vous, en bibliothèque ou ailleurs, par équipe. Mais quand vous arrivez en classe, vous avez déjà travaillé vos chapitres, et donc on va faire les exercices. Le professeur va se transformer en grand frère, en tuteur. On va faire les devoirs. Voilà. Alors, ce qui ne marche pas bien dans la classe inversée basique, vous l'imaginez, c'est d'une part les étudiants qui ne font pas leur boulot. Donc, vous vous retrouvez devant une trentaine d'étudiants qui n'ont pas vu le cours, ou qui l'ont vu un peu, ou alors qui l'ont vu complètement avec plein de questions posées, alors que les autres ne sont même pas au premier niveau. Et puis, en fait, on s'aperçoit que cette classe basique, quand elle est inversée de manière classique, eh bien, elle marche bien avec des étudiants qui aiment le cours normal. En fait, la classe inversée basique fonctionne avec des étudiants adaptés au cours classique. Ils sont bons en cours, ben, ils sont bons chez eux. Et les étudiants qui ont des difficultés avec le prof, en face à face, même de très bons pédagogues, eh bien, ont des difficultés avec cette classe. Et l'autre problème de la classe inversée classique, c'est que l'étudiant, il a fait le calcul, c'est trop de boulot. Parce que vous écoutez un prof en cours et vous travaillez 1 heure chez vous, 2 heures de boulot. Tandis que si vous devez préparer votre cours chez vous, le comprendre, le lire, 2 ou 3 heures de travail, ensuite vous écoutez le prof qui fait des exercices, et après vous retravaillez chez vous parce qu'il y a des choses qui sont plus claires, ils ont vite fait le calcul que ça peut demander quelquefois 2 à 3 fois plus de temps de travail. Donc une classe inversée leur va, mais 2, trop. Donc moi je leur ai dit non, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous proposer de classe inversée, j'ai une méthode beaucoup plus intéressante que je vais expérimenter avec vous, puisque ça sera la première fois que nous le faisons. C'est une méthode qui est très simple, elle se résume de la manière suivante. À partir de maintenant, je ne fais plus rien. Donc je suis votre prof, mais je ne fais plus rien. Et c'est vous qui faites tout. Donc cette méthode, au départ, on lui avait donné le nom de Do It Yourself. Faites-le par vous-même. C'est devenu depuis la classe renversée. Et vous allez voir pourquoi elle est renversée. C'est une façon d'inverser en poussant un peu plus les choses. C'est une méthode qui est une méthode plutôt de type socio-constructiviste. Donc, on demande aux étudiants de tout faire par eux-mêmes. Quand j'ai dit aux étudiants, donc c'est aux étudiants de niveau licence 3, bachelor, 3e année de bachelor, et donc juste avant le master, mais on le fait aussi en master, elle se fait aussi au lycée, elle se fait depuis 5 à 6 ans maintenant, elle se pratique dans plein d'établissements, et on la pratique aussi dans des centres de formation continue. Donc c'est une méthode qui demande aux étudiants de construire par eux-mêmes le contenu du cours. Donc les étudiants m'ont dit au départ, monsieur, on comprend bien le principe, mais nous on n'est pas capable de construire un cours, c'est vous l'expert. C'est vous l'expert, vous êtes là pour nous transmettre des connaissances, nous on est là pour les comprendre, et puis vous allez vérifier notre niveau d'apprentissage, voire nous mettre en expérimentation. Donc quand j'ai dit aux étudiants, non, vous allez tout faire par vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous-même écrire le cours. Vous allez faire les chapitres des cours, vous allez construire le cours, et je ne vous donne aucun document. Donc les étudiants n'ont aucun support. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre, pas de CD-ROM, pas de site internet, pas de lien. J'arrive en classe exactement comme vous me voyez, comme ça durera tout le semestre, et les étudiants vont devoir se débrouiller par eux-mêmes, construire le cours, l'écrire, faire les plans, faire les illustrations, les schémas, les images, les textes, les films. Les étudiants vont devoir aussi expliquer le cours, le dispenser, s'interroger, vont travailler en équipe, vous allez le voir. Ils vont aussi construire les questions, les barèmes. Ce sont eux qui organisent les examens, ils distribuent les copies, ils remplissent les copies,
qui ramassent les copies, qui corrigent les copies, qui font les moyennes, qui rendent les notes. Voilà. Donc, une fois que j'ai expliqué tout ça, il y a toujours quelqu'un qui dit dans la salle, dans ma classe, et qui sera payé là-dedans, parce que chez nous, la formation est payante quand même. Je leur ai dit la première année, c'est toujours moi qui suis payé, puisque j'expérimente, mais en fait, maintenant, je les paye, puisque même la notation, la façon de les évaluer, a été transformée. Donc, j'ai abandonné les fameuses notes sur 10 ou sur 20, et j'ai transformé des nouveaux systèmes de points, des systèmes un peu de notation valorisante, en réhabilitant un système que l'on appelait avant, en Belgique, je pense que ça existe aussi, les bons points, et qui font qu'en fait, les étudiants sont payés avec un capital point. Alors, ce n'est pas le bitcoin encore de la génétique, mais c'est presque ça. Donc, les étudiants s'enrichissent d'un capital point, et à chaque fois qu'ils sortent d'un cours, ils sont plus riches qu'au moment où ils sont rentrés dans le cours. Et donc ça, c'est une méthode qui marche très bien. Je vous la détaillerai tout à l'heure en une minute ou deux, et si j'oublie, ben, il faudra peut-être l'objet d'une question. Donc, les étudiants doivent tout faire par eux-mêmes, et donc, au départ, ils sont un peu désemparés. Alors, je leur dis, écoutez, c'est assez simple. Je vous propose cette méthode-là, pas juste pour innover, parce que vous savez, innover pour innover, il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Quand ça marche bien, pourquoi innover? L'innovation n'est pas un but. L'innovation, c'est peut-être une mentalité, une façon de faire les choses différentes. Mais l'innovation, c'est lorsque quelque chose de nouveau rencontre la main de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez être créatif, vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de faire cours différemment. Je vais faire une classe renversée, je vais faire du serious game, je vais faire un escape room, je vais utiliser par exemple les cartes mentales, on va utiliser par exemple les wiki radio, les web TV. Donc tout ça nous le testons à l'université. Nous avons des enseignants des plus créatifs que l'on puisse imaginer, mais la créativité c'est juste avoir une idée. Tiens, j'aimerais ne plus faire cours, j'aimerais que les étudiants travaillent par eux-mêmes, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'ai une idée. Mais la créativité ce n'est pas l'innovation. La créativité devient l'innovation que lorsqu'elle rencontre l'utilisateur. Il n'y a pas d'innovation sans utilisateur, usage. Et même des fois, les usagers vont faire un usage différent de ce que vous attendiez. Donc moi, dans mon expérimentation, puisque quand vous avez une idée créative et que vous voulez l'expérimenter pour en faire une innovation, dans l'innovation, je m'aperçois que mes étudiants transforment certains de mes exercices et en font autre chose. Donc si vous voulez innover en pédagogie, vous devez accepter aussi que certaines de vos expériences soient transformées par les usagers et que les usagers prennent part à l'innovation. Et que lorsque vous leur proposez une nouvelle méthode, ils puissent dire « j'aimerais aussi changer telle ou telle partie ». Ça, c'est ce que nous réalisons en classe renversée, dans l'évaluation, dont je dirais aussi 2-3 mots, et qui devrait là aussi vous inspirer, parce que c'est très facile à mettre en place, ça dure que 3 minutes, et c'est une méthode qui vous permet d'améliorer une séance par rapport à la séance précédente. Donc j'ai dit à mes étudiants, je vous propose la classe renversée, mais pas pour changer, je vous propose ça pour vous responsabiliser davantage, vous faire que l'on travaille ensemble, que je devienne l'un de vos collègues. En poussant un peu, d'ailleurs, la première année, je leur ai dit, et si on transformait la classe en start-up? C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est une classe avec un professeur et on va créer une petite entreprise, une start-up dont le but est de produire de la connaissance en génétique. Donc on va produire des chapitres de génétique, on va les évaluer, les tester entre nous. Et moi, je deviens le directeur général de la petite entreprise et vous devenez mes collègues. Donc aujourd'hui, ma classe ressemble à ça depuis 5 ans. Elle bouge chaque année. Et si vous regardez un petit peu la façon dont elle est organisée, eh bien, il y a des règles, comme dans une entreprise, et elles sont très différentes de règles dans une classe normale. Par exemple, tout étudiant doit arriver en cours à 8 heures pile. 8 heures, 0 minutes, 0 secondes, 0 millième de seconde. Donc ils arrivent pile à l'heure. Pourquoi? Parce que les 5 à 10 premières minutes, il se passe toujours quelque chose de nouveau. Donc quand je rencontre mes étudiants 20 fois ou 30 fois dans l'année, jamais le cours ne commence de la même manière. Ils sont assis par équipe, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et on fait des exercices qui durent 5 à 10 minutes, au maximum un quart d'heure, ce sont des séances de 2 heures ou 3 heures. Des exercices qui ont des noms un peu bizarres. Je vais vous en donner quelques-uns, et j'en détaillerai seulement peut-être une ou deux. On leur fait faire par exemple des QCM intelligents, des QCM inversés, des tricheries obligatoires, des ping-pong, des karaokés, du blend learning. On leur fait faire par exemple du serious game. On leur fait faire par exemple des compétitions, des battles, donc des tableaux tournants. Chaque exercice porte un nom et chaque exercice permet aux étudiants, groupe par groupe, d'échanger entre eux et d'être interactifs. Alors pourquoi chaque séance commence de manière différente? Parce que j'ai remarqué que l'on commençait toujours les cours de la même manière. Les étudiants s'installent,
sortent leurs affaires, leurs ordinateurs, on efface le tableau, voilà, on a vu ça la semaine dernière, où est-ce qu'on en était, est-ce que vous avez des questions? Et puis, il y a ce petit rituel, toujours monotone. Et donc, quand vous démarrez vraiment le cours, au bout de 5 à 6 minutes, eh bien, tout le monde est froid. Tout à l'heure, on a évoqué les marathons, c'est comme si on partait faire une course à pied, sans échauffement. Donc, ces exercices de 5 à 10 minutes, au nom aussi bizarre que ceux que je viens de prononcer, en fait, permettent aux étudiants de réfléchir, de plonger dans le sujet, d'interagir entre eux. Ça joue le rôle de brise-glace. Donc, quand vous faites des animations, par exemple, eh bien, vous savez que faire un petit brise-glace de 5 à 10 minutes, surtout quand vous faites travailler les gens en équipe, ça permet de stimuler la physiologie des personnes, et donc vous pouvez attaquer juste derrière. Et moi, je m'aperçois que mes étudiants, au bout de 5 à 10 minutes de brise-glace, dans ce type d'exercice, eh bien, ils sont chauds et ils peuvent travailler par eux-mêmes. Donc, les étudiants sont par équipe, ils doivent être là à leur pile, et ensuite, ils sont autonomes. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont organisés par équipe. Et je ne reprends la main, en exagérant, que les 3-4 dernières minutes de cours, où là, ils font une évaluation. Donc, ils vont évaluer la séance, toutes les séances sont évaluées, et chaque étudiant doit me mettre une note, ou mettre une note à la séance, qui est toujours la même. Donc, les étudiants évaluent la séance individuellement, de manière anonyme, et ils sont obligés de mettre 10 sur 20. Et quand je fais la moyenne, d'ailleurs, ça fait toujours 10 sur 20. Et toutes les séances sont notées 10 sur 20. Pourquoi? Parce que les étudiants ne peuvent pas quitter la salle de cours sans avoir pris une feuille de papier, avoir indiqué sur cette feuille de papier un plus et un moins. Le plus valant 20 sur 20, le moins 0 sur 20. Et ils sont obligés d'écrire sur cette feuille quel est le moment du cours ou de la séance qu'ils ont préféré et pourquoi, ce que ça leur a apporté, et quel est le moment du cours ou de la séance qu'ils ont détesté et pourquoi, voire qui leur a semblé inutile, qui les a indisposés. Donc quand j'ai 40 étudiants devant moi, ils ne sortent jamais de la salle de classe sans me laisser 80 appréciations, 40 appréciations positives et 40 appréciations négatives. Je ne fais jamais rien des appréciations positives. Par contre, les appréciations négatives, on travaille dessus et elles servent à améliorer la séance suivante. Tout à l'heure, j'ai dit que l'innovation n'existait pas s'il n'y a pas d'usager. Si vous voulez faire une innovation pédagogique, vous devez impliquer les étudiants, impliquer les gens que vous formez. Vous ne pouvez pas dire « j'arrête le cours magistral et je vais faire de la classe renversée » et puis leur imposer une méthode. Ça, c'est ce qu'on appelle une transposition. Vous êtes passé d'une méthode de transmission de connaissances à une autre méthode. Mais vous dirigez tout. Et donc, s'il faut améliorer les choses, il n'y a rien qui s'améliore. À la rigueur, on fait une évaluation en fin d'année et elle sert aux étudiants de l'année suivante. Mais là, dans la méthode de classe renversée, chaque séance donne de l'information qui permet d'améliorer la séance suivante. C'est-à-dire que si les étudiants se rendent compte que 20 à 30% d'entre eux n'ont pas aimé ce genre d'interaction, ce genre de tableau, ce genre de séquence, ils décident par eux-mêmes de changer ou pas. Donc les étudiants sont maîtres du jeu. En général, ils ne changent pas tout, mais ils savent, puisqu'ils reçoivent par mail le lendemain ou le surlendemain, ils reçoivent par mail le verbatim de leurs évaluations. Donc, un jour ou 2 jours après le cours, ils reçoivent un mail. J'ai retiré les noms, donc c'est anonyme, mais ils reçoivent les 80 appréciations et charge à eux de dire voilà, on a envie, par exemple, de remultiplier ce genre d'exercice, de le refaire ou d'arrêter ce type d'exercice, ou d'avoir plus de temps pour ce genre de séquence ou moins de temps pour tel autre type de séquence. Donc, les étudiants arrivent dans la salle, ils s'organisent comme ils veulent, ils sont par équipe, comme il n'y a pas de documents, ils vont être connectés, donc ils ont leur propre matériel. Ils ont des tablettes, des PC, des Mac, ils ont des téléphones. J'ai des étudiants qui travaillent de manière très performante avec un portable. En France, on vient de voter l'interdiction des téléphones dans les collèges, et on poussera un peu plus. Alors, ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, ça peut se comprendre si on interdit tout le monde d'avoir un téléphone. Mais moi, je sais que si on m'interdit, alors je n'enseigne pas en collège, mais j'ai des collègues qui enseignent en collège, si on interdit l'usage de ces outils-là, je dirais de manière absolue, ce qui n'est pas le cas de la loi, mais si on interdit l'usage de ces outils-là plutôt que de les utiliser, je ne vois pas trop l'intérêt. D'autant plus qu'il suffit de faire, comme le disait l'un de mes collègues en formation, il n'y a qu'à transformer les ennemis en alliés. C'est-à-dire que si vous trouvez que le téléphone de vos élèves ou de vos formés est un ennemi, parce qu'ils sont ailleurs, ben, faites-les travailler avec le téléphone et ça devient un allié. Donc moi, mes étudiants utilisent le téléphone, les plateformes, le Wi-Fi. Alors, ils utilisent le Wi-Fi. La première année, j'avais des pannes de Wi-Fi, matin, midi et soir, et les étudiants travaillaient quand même. Alors, je leur ai dit, il n'y a pas de Wi-Fi, je vais vous faire un cours classique. Non, monsieur, vous en faites pas, on a la 4G. Et donc, comme ça les intéressait. Si ça les intéresse, il y a une panne de Wi-Fi, ils utilisent la 4G.
Si ce que vous leur proposez ne les intéresse pas, il y a une panne de Wi-Fi, ils attendent que vous régliez le problème. Donc s'ils sont intéressés, ils trouvent toujours moyen de travailler avec ces outils. Donc les étudiants utilisent leurs propres outils, ils sont connectés, on a une bibliothèque numérique, ils vont sur Internet, ils vont sur ce que vous voulez, ils doivent référencer. Alors là, c'est intéressant parce qu'on me dit, mais tu ne contrôles pas ce qu'ils vont chercher. Sur Internet, il y a un peu de tout. On les oblige à trier avec discernement et à référencer leurs sources, ce qu'ils ne faisaient pas avant. D'ailleurs, les très bons élèves, et quand je dis les très bons élèves, je vais dire les élèves académiques, parce qu'ils sont tous bons, les élèves. Mais si on considère qu'un élève est bon parce qu'il a des bonnes notes, ceux-là n'aiment pas la méthode. Parce qu'ils attendent qu'on leur donne le cours tel quel, le prof la vérité pure, quel type de questions, quel type de réponse, et donc ils consomment. Les élèves adaptés au système sont des consommateurs. Et même en formation continue, d'ailleurs, vous avez des gens qui suivent des formations continues, ils viennent avec leurs ordinateurs, leurs cahiers, leurs crayons, et ils veulent de la matière. Ceux-là réussissent très bien, sont des MOOC, puisqu'ils se connectent, ils ont la matière. Par contre, s'il faut travailler sur la problématique de l'échange, du collectif, etc., ben, on fait travailler d'autres types de neurones. Donc les étudiants se connectent, ils ont leur façon de construire les cours, ils sont libres, ils construisent les chapitres comme ils veulent, et ils travaillent en équipe. Donc si vous rentrez dans ma classe, eh bien vous verrez ce genre de position. D'un point de vue ergonomique, je n'ai plus d'étudiants, j'ai jamais 100% des étudiants assis. Ils sont debout, ils bougent, ils sont en équipe, ils tournent, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. C'est-à-dire que ce qui est obligatoire, c'est d'être là à 8h du matin, jusqu'à 8h15, et d'être là les 5 dernières minutes. Mais entre deux, il se passe 2 heures ou 3 heures. Il n'y a plus de pause. Avant, il y avait une pause. Alors là, c'était 55 minutes de cours, 10 minutes de pause et 55 minutes de cours. Vous imaginez, on sait que l'attention des gens, c'est 15 minutes. L'attention à PowerPoint, c'est 15 minutes. 20 minutes, c'est déjà le maximum. En ligne, quand vous faites un MOOC sur un écran, l'attention des apprenants, c'est 3 minutes 20. Ça veut dire qu'il faut être bon en 3 minutes 20 quand vous êtes bon en 20 minutes devant des élèves. Et on s'est aperçu aussi, mais ça c'est le biologiste qui vous parle, que quand vous avez 50 élèves devant vous, ils n'ont jamais envie d'aller aux toilettes en même temps. Jamais. C'est jamais arrivé que la synchronicité soit parfaite. Et donc, il y en a qui attendent pas, donc il n'y a pas de pause. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent, aller prendre un café, revenir. Ils sont par équipe. Et pour gérer l'ensemble, ben moi je les ai mis par équipe de 6. 6 c'est un chiffre magique, ça marche super bien. 5 c'est trop peu nombreux, 7 ou 8 c'est plus compliqué. Si vous êtes obligé de faire des groupes de 8 ou 9, faites-leur faire plusieurs choses en même temps. Mais 6 c'est vraiment un chiffre magique. Et ce n'est pas un chiffre, je dirais, pris au hasard. On fait des groupes de 5 à 6 étudiants. Quelquefois je suis obligé de monter jusqu'à 7. Et on fait un casting. C'est-à-dire qu'avec ma collègue qui les connaît, on ne permet pas aux étudiants de se mettre par affinité. Si vous avez des groupes qui se mettent par affinité, si vous faites une formation où vous dites à vos participants, mettez-vous par groupe, eh bien, ça sera moins performant que si vous avez une façon de les mixer pour que des gens identiques soient dans des groupes différents. Donc moi, dans chacun de mes groupes d'étudiants, j'ai toujours des élèves très bons d'un point de vue académique, moyens et très mauvais, en termes de notes. Donc des élèves capables d'apprendre, de réciter, de retenir, d'autres capables de chercher mais sans forcément comprendre. Et donc je crée des groupes avec la plus grande hétérogénéité. Et ce que l'on a fait la première année qui marche super bien, c'est que l'on a cassé toutes les affinités. C'est-à-dire que les copains, les copines, ceux qui viennent du même lycée, qui sont souvent ensemble, on les a séparés. Ce qui fait que chaque étudiant a son meilleur ami ou sa meilleure collègue dans un groupe différent. Donc l'interaction entre les groupes est parfaite. Les étudiants sont libres, ils travaillent dans un groupe et ils interagissent, ils communiquent avec les autres groupes. J'ai jamais eu de problème d'arriver devant un groupe d'élèves et de leur dire « Écoutez, là, vous n'avancez pas trop, c'est pas très performant, allez voir l'autre groupe, là-bas, ils sont meilleurs que vous. » Ce qui me répondrait « Mais nous, on ne leur parle pas à ce groupe-là. » Tandis que là, comme ils ont leurs meilleurs amis, leurs collègues dans les autres groupes, l'interaction entre les groupes est fonctionnelle. Et surtout, si vous faites de l'évaluation par les pairs, si vous demandez à l'équipe 1 de noter l'équipe 2 sur un travail proposé par l'équipe 3, ben chaque groupe a son avocat ou son procureur dans les autres groupes. Donc les évaluations entre groupes fonctionnent. Il n'y a pas ce type de compétition par rapport à une notation. Donc les étudiants sont par des groupes, ils travaillent ensemble. Au départ, on leur a donné des responsabilités. Je leur ai dit, dans chaque groupe, il me faut un responsable de l'équipe, un responsable des textes, un responsable de l'iconographie, un responsable du numérique, un responsable des questions. Et je m'aperçois depuis 5 ans qu'ils choisissent eux-mêmes qui est responsable de quoi, ils l'écrivent. Et je m'aperçois depuis 5 ans qu'au bout de 3 à 4 semaines, dans presque tous les groupes, à part quelques exceptions, eh bien, ils se partagent les responsabilités. On les donne au départ pour éviter que le premier jour, à la première heure, il y en ait qui aient les mains dans les poches et qui attendent que ça se passe. Eh bien, ils se partagent les responsabilités assez rapidement, ce
qui fait qu'au bout d'un mois de cours, ils sont tous échecs, ils sont tous responsables des textes, et ils seront tous co-responsables de la note. Là aussi, hein, ça a été un peu compliqué parce que je leur ai dit, vous allez tous avoir la même note dans un groupe. Autrement dit, si vous êtes un groupe de 6 élèves et que je mets 20 sur 20, tout le monde a 20 sur 20. Même celui qui n'a rien fait. Et si je mets 0, tout le monde a 0. Même celui qui a fait tout le travail. Alors les étudiants ont dit, mais non, vous n'avez pas le droit, c'est pas possible. Mes collègues aussi d'ailleurs, dans la salle des profs, quand je leur ai dit, voilà la méthode que je vais utiliser, ils m'ont dit quelque chose qui commence toujours de la même manière. Vous savez l'expression qu'on utilise quand vous proposez quelque chose d'original, de créatif, qui implique les gens, quelque chose d'inattendu, quelle est la première réaction que vous avez en face de vous? La phrase de votre interlocuteur, elle commence toujours par oui, mais, yes, but. C'est le syndrome du yes, but. C'est génial ton truc, mais ça marche pas. Ah, les étudiants vont faire tout le cours, ils corrigent les copies, t'as plus rien à faire, génial, mais ça marche pas. Tu veux les faire travailler en équipe, ils vont être autonomes, mais ils sont trop jeunes, ils ne pourront pas. Le yes, but. Le premier obstacle entre la créativité et l'innovation, donc si vous avez une idée créative et que vous la transformez en innovation, c'est-à-dire qu'elle rencontre la main de l'utilisateur, le premier obstacle castrateur, c'est le yes but. Et donc il faut transformer le oui mais en oui et. Tiens, et si quand même j'essayais. Et que l'on réussisse ou que l'on ne réussisse pas, c'est un problème. J'essaye, je transforme, ça se bouge. Donc, c'est pas juste d'avoir une idée génialissime, entre guillemets, et d'en faire la plus belle des innovations, c'est de la tester au fur et à mesure, elle est toujours remise en question, et elle bouge. Donc l'innovation, ça peut être un aboutissement, on a une innovation pédagogique, mais c'est en même temps une expérimentation. Celui qui a peur, celui qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, celui qui ne veut pas se mettre en danger, qui veut toujours être respecté comme étant l'expert, il n'osera pas faire ça. Ou alors il va réfléchir pendant 20 ans, 30 ans sur l'innovation pédagogique la plus incroyable, et quand elle sera bien blindée, il la testera pour la première fois. Un peu comme quand on fait le Marshmallow Challenge, le challenge du chamallow, un jeu par équipe où on demande aux gens de monter une pyramide avec des spaghettis, un chamallow, etc. En un quart d'heure, gagnera l'équipe qui a mis le chamallow le plus haut. Il y a toutes les équipes qui, pendant un quart d'heure, elles utilisent 13 minutes 40 à concevoir le système. Il ne reste plus qu'une minute pour faire la pyramide. Ça ne marche pas. Et il y a celles qui testent, qui montent, ça s'écroule, ça recommence, ça monte. Et celles qui font du learning by doing, c'est-à-dire qui réfléchissent aussi avec leurs doigts, avec leurs mains. Eh bien, ils arrivent à monter des choses. Donc la classe renversée, c'est pas juste tiens, j'ai une idée et je la transforme en innovation, c'est une expérimentation. Et les étudiants font partie de l'expérimentation. Alors on a parlé du numérique. Il faut arrêter de penser que le numérique, c'est l'informatique. On peut faire du numérique sans ordinateur, et d'ailleurs, on peut faire de l'informatique sans numérique. Donc le numérique, ça va bien au-delà de l'informatique, de la technologie. C'est aussi une façon de travailler, d'échanger en réseau. Les étudiants travaillent avec Facebook, Twitter, ils utilisent des plateformes. Tous leurs cours sont produits sur des Google Docs partagés, ils peuvent utiliser d'autres méthodes. Ils construisent les cours ensemble, ils font du co-writing, donc ils écrivent le cours. Et quand un groupe construit des chapitres, si ce n'est pas compris par un autre groupe, ils peuvent surligner. Donc vous pouvez avoir par exemple des étudiants qui travaillent sur un chapitre de génétique moléculaire, ils sont en train d'expliquer comment fonctionne un chromosome, et puis en même temps, il y a un autre groupe qui surligne parce qu'il ne comprend pas du tout ce que écrit le premier groupe. Le copier-coller est autorisé. S'il trouve une phrase de courte taille, super claire, que tout le monde comprend, ça ne sert à rien de la réinventer. Par contre, s'il copie-colle des chapitres entiers, ça ne sert à rien puisque tout sera surligné, ils n'ont plus qu'à recommencer. Les champions du monde du copier-coller, c'est les profs. Il y a plus de profs qui font du copier-coller que d'élèves. Et donc le copier-coller est permis à partir du moment où il est court et qu'il est compréhensible par tout le monde. Moi, on m'a dit aussi la première fois dans le Yes But, ton expérience, elle ne marchera qu'un an. Parce que l'année suivante, ils se passeront le cours. Donc tu le feras une fois et l'année suivante, comme les gens se connaissent, c'est jamais arrivé. En 5 ans, les gens se connaissent de promo en promo, ils ne construisent pas le cours. Ils ne recopient pas. Il y a une des raisons pour lesquelles ils ne se recopient pas le cours, c'est que je ne le corrige pas. Donc quand ils écrivent des erreurs, je laisse les erreurs. Ça aussi, dire ça à des collègues à l'université. Les étudiants vont construire un chapitre dans lequel il y aura des erreurs, et je ne corrige pas les erreurs. Sauf les erreurs fondamentales, les erreurs importantes, ça je les corrige. Mais les erreurs à la marge, les 20%, 25% d'erreurs, je les corrige pas. Alors les étudiants me disent, mais non, vous êtes le prof, s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Vous croyez qu'un prof normal, il corrige les erreurs dans un cours normal? Dans un cours normal, le prof fait court, des fois il se trompe, des fois il va trop vite, des fois les élèves ne comprennent pas bien, ils prennent des notes, et ils rédigent chez eux des choses fausses. Et même dans la copie de l'examen, ils écrivent des choses fausses. Ils ont appris par cœur parce qu'ils pensaient l'avoir compris.
Jamais un prof passe chez tous les élèves, chez lui, pour vérifier que tout est impeccable. Et donc, on s'est aperçu qu'il valait mieux travailler sur un certain pourcentage du cours, corriger les erreurs fondamentales. Les erreurs à la marge, elles se corrigent par elles-mêmes, au moment des interactions et des travaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles les étudiants ne copie-collent pas les cours d'une année sur l'autre. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucun document, et dès la première année, j'ai vu arriver dans ma classe un objet que je n'avais jamais vu en 25 ans de cours, un objet en papier, vous savez, c'est un peu dur sur l'extérieur et mou à l'intérieur, et quand vous remuez, il y a des choses qui sont écrites. Il n'y a pas de batterie là-dessus, c'est impossible à scroller. Des livres ont débarqué dans ma classe au bout de 25 ans d'enseignement. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je leur ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est parce que parfois, Internet, le discernement, tout ça, dans le livre, tout est bon. Donc, les élèves qui ont des bouquins chez eux les ont ramenés. Et d'un seul coup, on a mélangé les livres et l'informatique. Le numérique ramène le papier. Moi, maintenant, depuis 4 ans, c'est ma bibliothèque qui est dans la salle. Donc, à la fin de la première année, ils m'ont dit, votre méthode, elle est bien, mais ramenez-nous des bouquins. Donc, il n'y a pas de cours, mais il y a la bibliothèque, ma bibliothèque personnelle, sur un chariot, donc une 50aine de bouquins. Des bouquins, il y avait moi qui avait le droit de les toucher. C'était sacro-saint, des livres. Si vous voyez la tête de mes livres au bout de 5 ans, maintenant, ils n'ont plus la même forme, déjà, je ne peux plus les ranger de la même manière, ils sont pleins d'ADN. Ils ont repris vie, parce que les étudiants les utilisent. Donc le numérique ramène le papier, il y a un mix. Il ne faut pas croire qu'il y ait de l'opposition. De même que le présentiel et le distanciel, ce n'est pas une opposition. Si vous faites des choses exceptionnelles en distanciel, les gens demandent du présentiel. Il faut mixer le blend learning, c'est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, présentiel et distanciel, on se trompe parfois. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut croire que c'est du présentiel, mais s'il y en a 30% d'entre vous qui sont en train de regarder autre chose sur leur téléphone, on est en distanciel. Alors que si j'étais dans un pays, dans un autre fuseau horaire, et que vous étiez levé à 2h du matin pour m'écouter sur un ordinateur, on est peut-être en distanciel, mais vous êtes complètement en présentiel, parce que vous savez que cette heure-là, il n'y a qu'une heure de connexion. Donc le présentiel et le distanciel, c'est juste une question d'attention, d'interaction. Ce n'est pas du tout une question de localisation. Donc le présentiel ramène le distanciel, le numérique ramène le papier, et ma conclusion, vous la verrez, c'est le plus important de mon intervention, c'est l'innovation pédagogique ramène l'académique. Plus vous innovez en pédagogie, plus vous renforcez l'académique. Ce n'est pas une opposition. Il n'y a pas les profs has-been et les profs modernes. Il n'y a pas les formateurs has-been et les formateurs modernes. Plus vous innovez dans vos interactions, plus les gens vont demander de l'académique. Donc moi, mes étudiants, quand ils sont en cours, eh bien, ils écrivent sur les murs, ils font des schémas, ils travaillent sur les ordinateurs. Et comme ça dure 2 heures ou 3 heures sans pause, ils viennent toujours me voir. Alors je suis disponible, hein, je passe d'un groupe à l'autre, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. J'ai toujours 100% d'attention. Quand un groupe m'appelle, les 6 étudiants sont attentifs. Ils sont obligés d'écouter. Alors qu'avant, je disais, il y a une question dans la salle? Et quand je répondais à la question d'un étudiant, j'ennuyais tous les autres, ou alors ils en profitaient pour faire autre chose. Là, on ne me dérange plus si on n'a pas 100% d'attention. Donc j'ai plusieurs fois 100% d'attention, plutôt que d'essayer de rêver d'avoir toute la classe qui m'écoute. Donc les étudiants m'interpellent, j'interagis avec eux, ils sont en train, ils construisent les cours, et il ne se passe jamais une séance sans qu'il y ait toujours certains d'entre eux qui viennent me voir en me disant « Monsieur, s'il vous plaît, ça ne vous dérangerait pas juste un quart d'heure, un pas plus, de redevenir un petit peu normal et de nous faire une séance de cours un peu classique, parce que sur ce point-là de compréhension, on a vraiment des difficultés. » À ce moment-là, j'arrête la classe renversée, et pendant un quart d'heure, puisque je vous ai dit que c'est le maximum d'attention que des élèves peuvent avoir, pendant un quart d'heure, je leur fais un cours normal sur une question bien posée. Et là, je peux vous dire que j'ai 40 élèves complètement captés, parce qu'ils savent qu'au bout d'un quart d'heure, hop, ils repartent en équipe, et qu'il ne faut pas rater ces moments-là. C'est les fameux moments, ils auront la vérité pure qui vient du prof, avec les parties les plus importantes. Et donc, au lieu de faire 2 heures de cours, je fais sur des interventions de 2 heures ou 3 heures, 3-4 petites séances, ou 2 ou 3 de 10 minutes, un quart d'heure, en académique. Et je m'aperçois que c'est les meilleurs moments pour faire passer les fondamentaux. Donc l'innovation permet de renforcer l'académique. Et il y a des élèves qui vont comprendre des choses par l'innovation, et ça leur donnera envie d'aller dans le livre, dans le bouquin ou ailleurs, pour parfaire leur connaissance. Alors parfois, puisqu'ils écrivent leurs cours sur des plateformes, moi je lis leur contenu quand même, hein. Je lis ce qu'ils produisent, entre eux aussi, hein. Et parfois il y a des erreurs importantes. Et avant, ce que je faisais,
et peut-être que vous le faites aussi, mais quand je m'apercevais que des étudiants avaient un gros problème de compréhension, je mobilisais leur attention. Je leur disais, écoutez, ce point-là, personne n'a compris vraiment, il est important, on va passer un quart d'heure dessus. Et donc, si par exemple les étudiants n'avaient pas compris comment une molécule d'ADN se séparait en deux, une molécule d'ADN donne deux molécules d'ADN. Ça, c'est une base en génétique. Si vous ne comprenez pas ça, c'est compliqué de faire de la génétique. Donc, ce que je faisais avant, c'est que je leur disais, je vais vous expliquer la réplication en un quart d'heure, soyez super attentifs, parce que ça durera que un quart d'heure, mais ce que je vais vous dire, c'est vital. C'est même pas la peine d'aller à l'examen si vous ne savez pas ça. D'ailleurs, je vous posais la question à l'examen. Ah ouais, ils écoutent. Et bien, malgré ça, au bout d'un quart d'heure, quand je me retourne, qui peut me répéter ce que je viens de dire? Ben, pas tout le monde. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je leur dis, voilà, je m'aperçois que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris la réplication, et bien on va passer un quart d'heure avec la méthode des tableaux tournants. En fait, tourner les tableaux. Donc, je dis aux étudiants, voilà, vous êtes 6 équipes, il y a 6 tableaux, je vous donne un quart d'heure pour me dessiner une molécule d'ADN qui se divise avec le maximum d'annotation. Top chrono. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 2 à 3 minutes? Eh bien, les élèves, équipe par équipe, commencent à décider des molécules d'ADN qui se divisent. Et au bout de 3 minutes, alors ils sont connectés, hein, ils ont des livres, ils ont des ordinateurs, ils dessinent. Au bout de 3 minutes, je leur dis stop, posez vos crayons. Mais monsieur, on n'a pas terminé, posez vos crayons, vous continuez le travail et vous changez de tableau. Donc vous continuez le travail, vous continuez à répondre à la question, mais vous complétez le schéma de l'équipe d'à côté. Là, c'est parti, une rotation. Il continue, au bout de 3 minutes, posez vos crayons et vous changez. 3 fois 3, ça fait à peu près 10 minutes, 3 rotations, et au bout de 10 minutes, j'ai 6 tableaux qui me représentent une molécule d'ADN qui se divise. Et là, je leur dis, on arrête tout, ça fait 10 minutes. Quel est celui des 6 tableaux que vous trouvez le plus complet? En même temps, je regarde le tableau qui me plaît le plus, où il y a le plus d'informations, et on se met tous d'accord sur un tableau, tout le monde se met autour de moi. Donc j'ai 40 élèves autour de moi en cercle, et je leur dis, voyez, sur ce tableau, tout est bon, hein. Tout est bon, sauf 2 erreurs que je corrige. Là, c'est faux, ici, il manque quelque chose. Et quand j'ai terminé, ça fait un quart d'heure, je retourne les tableaux, et je dis aux étudiants, quelle est celle ou celui parmi vous qui est capable, en 2-3 phrases, de m'expliquer devant tout le monde comment une molécule d'ADN se divise? Je lui mets 20 sur 20 tout de suite. Et là, j'ai 40 doigts qui se lèvent. Parce qu'ils ont co-construit la réponse ensemble. Et donc, quand on les fait co-construire ensemble, on passe un quart d'heure, on a 6 productions, et ils peuvent compléter les productions d'un tableau avec eux. Ils prennent des photos. Et ensuite, quand ils vont dans le livre, ou qu'ils vont sur le cours, et qu'ils regardent le vrai chapitre, ils retrouvent les bonnes choses ou les erreurs qu'on a pu discuter ensemble. Et donc, ça imprègne leur cerveau parce qu'on les a rendus actifs. Alors que si j'en fais une explication d'un quart d'heure, au bout de 5 minutes, je les endors. Alors ça s'appelle la classe renversée, pas seulement parce qu'on renverse des choses, c'est qu'on renverse les postures. On est dans le changement de posture. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une classe un peu basique. Hein. Je l'appellerais presque le niveau 0 de la classe inversée. C'est-à-dire, je vous file tout le cours, vous l'apprenez chez vous, on fait les devoirs en classe. Ça, c'est aussi une façon un peu parfois de se déresponsabiliser. Vous savez, quand on l'a fait à ce niveau-là, c'est de dire, ils ont eu tout le cours, hein, j'ai fait mon boulot, hein. Ils ont eu tout le cours, et on fait les exercices en classe. Alors que, donc il n'y a pas de changement de posture, le prof, il reste le prof. Donc il y a des classes inversées, le prof reste le prof, les élèves restent les élèves. Tandis que là, moi je dis à mes étudiants, écoutez, on vous a dit sans doute, ou vous l'avez peut-être entendu, je ne sais pas, que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est pas pareil, enseigner, apprendre. J'enseigne, vous apprenez, il ne faut pas confondre. Je ne vous apprends pas, vous apprenez, j'enseigne. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est pour ça que les profs sont bons d'ailleurs. C'est pas pour d'enseigner, mais ils apprennent. Et donc, à ce moment-là, devenez les profs. C'est vous le prof, et quand vous faites cours au tableau, je deviens le seul élève. Une fois, je disais ça d'ailleurs dans une conférence, c'est quelqu'un qui fait, M. Kelly vient de dire, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. Et moi, à la fin de la conférence, je vois le tweet et je reconnais la personne, je verrai avec dans l'idée de dire que tu t'es trompé, tu as bien inversé la citation. Mais au moment où je la relis, je me dis, ben, c'est une autre vérité, c'est vrai aussi. La meilleure façon d'enseigner, c'est peut-être d'apprendre, de vouloir apprendre des autres, de se remettre en question, et pas d'être sûr et certain de ce qu'on veut transmettre, parce qu'on l'a travaillé et préparé. Donc je dis à mes étudiants, vous allez faire le cours, et les étudiants font le cours. Alors pas tout le cours, hein. Ils font une partie du cours, ils font des explications au tableau, et moi je lève le doigt, je pose des questions. Quand je fais ça de la tête, ils ont compris que c'était bon. Par contre, quand je lève le doigt, je dis, il y a un truc que je n'ai pas compris, là. Ils se disent, ah, il y a quelque chose. Et ça va loin parce qu'ils font le cours et ils préparent les questions avec les barèmes. C'est-à-dire qu'ils préparent les questions du cours qui vont servir au contrôle continu et qui vont servir à l'examen. Le jour de l'examen, ils connaissent toutes les questions. Parce que le jour de l'examen, ils ne sont interrogés que sur des questions qu'ils ont construites eux-mêmes.
Alors, si vous demandez à mes étudiants, c'est facile d'interroger un prof? Ben non. Parce que pour interroger un prof, déjà, il faut connaître le cours. Ensuite, il faut monter le barème, il faut le corriger. Donc moi, aujourd'hui, depuis 5 ans, dans ma classe, je suis le seul à rentrer chez moi avec des devoirs à la maison. Il n'y a plus de moi qui ai des devoirs à la maison. J'ai plus de copies à corriger, je fais mes devoirs. Et je fais mes devoirs sur des questions qu'ils me posent par rapport au cours qu'ils ont construit. Et ils vont me noter, m'interroger. J'ai intérêt à bien bosser, parce que le matin, quand j'ai une interro surprise, elle est pour moi. Et donc, ils vont me noter. Sauf que, vous savez la façon dont je réponds, parce que j'ai des collègues qui m'ont dit, je ne comprends pas ton truc, je ne sais pas ce que tu as vu, je leur dis, ben, c'est très simple. Les étudiants, s'ils savent poser des questions, s'ils savent construire des questions et faire des barèmes, c'est qu'ils ont compris le cours. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues, François Tadei, à Paris, dans des conférences, il dit souvent, on devrait parfois passer plus de temps à faire poser des questions aux étudiants dont on n'a pas les réponses, plutôt que de leur faire apprendre par cœur des réponses à des questions dont ils se moquent complètement. Donc, autrement dit, travailler sur le questionnement, travailler sur le problème, la question, ça vous oblige à aller chercher le fondamental pour résoudre la question. Et peut-être qu'en inversant aussi la chose, ça devient plus performant. Je ne dis pas qu'en faisant 100% de ça, mais en le faisant un peu plus. Donc moi, quand je fais mes devoirs, c'est très simple. Je vous donne ma méthode de prof-élève. Si la question est impeccable, par exemple, l'équipe qui est ici, vous m'avez posé une question à 10 points, qui est la question suivante. À l'aide d'un tableau à 2 colonnes, donnez-moi les points communs et les différences entre le mécanisme moléculaire de l'ADN polymérase chez les eucaryotes et celui de l'ARN polymérase chez les prokaryotes. Schéma, dessin, explication, exemple. Quand je vois ça, je dis qu'ils ont bossé. Je réponds du mieux que je peux, 10 sur 10. Très bonne notation. Je le montre à ma mère, elle est super contente. Quelle fière de son fils. Par contre, l'équipe qui est ici, et je prends au hasard, si j'ai une question du genre, question à 10 points, à quoi sert l'ADN? Là, je me dis, ils ne sont pas fous. À quoi sert l'ADN? 10 points, très simple. Je réponds, je ne sais pas. 0. Ou alors je réponds, ADN, acide désoxyribonucléique, contient du désoxyribose qui est un sucre. Ben oui. L'ADN est donc une réserve de sucre. Quand la cellule a faim, elle mange son ADN. Là, je n'ai pas 0, j'ai 0,5 parce qu'ils me mettent à demi-point pour le désoxyribose. Et donc, j'ai une mauvaise note, des annotations pitoyables, mais ils doivent me donner la note, la notation et la correction. Ah ben oui. Et donc, plus j'ai de bonnes notes, moins il y a de boulot à faire par la suite. Parce que la correction, il y a besoin de la donner, j'ai 20 sur 20. Par contre, quand j'ai des mauvaises notes, ils doivent me donner la correction. Donc, ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins ils ont de boulot à faire après, et plus les questions sont bien travaillées, et je peux les réutiliser à l'examen. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre à l'envers. Ben, ça m'est arrivé, une petite anecdote, les étudiants font cours. Alors, ils sont dans le tableau, c'est par 2, par 3, ils font cours. Quelquefois, je leur fais faire des exercices de karaoké, de ping-pong. Parce que, par exemple, j'ai des étudiants qui préparent un chapitre, ils sont prêts, hein. Ils vont aller au tableau et ils vont expliquer, par exemple, comment fonctionne une enzyme. Et vous savez ce qui se passe quand des gens font une présentation au tableau? Ben, il y a des gens qui n'écoutent pas. On écoute la première présentation, on n'écoute plus la deuxième, parce que c'est fatigant, et on n'écoute plus la troisième. Et l'équipe qui n'est pas encore passée, ben, elle prépare sa présentation, l'équipe qui est déjà passée, elle n'écoute plus, parce qu'elle est déjà passée. Et donc, on fait des karaokés, par exemple. Donc, quand le chapitre 5 est au tableau, j'attrape au hasard un élève de l'équipe 6. Hop. Et donc, l'étudiant se retrouve devant un chapitre qu'il n'a pas fait. Et je lui dis, voilà, tu as 2 minutes pour improviser. Karaoké, chante sur la chanson de ton chanteur. Alors, vous avez l'étudiant de l'équipe 3 qui est en train de décrire le chapitre de l'équipe 2 et qui dit, donc là, on voit telle chose, etc. Il fait ce qu'il peut pendant 1 minute, stop, on arrête. Et je demande à l'équipe qui a préparé la présentation, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on s'y retrouve, il a oublié de dire ça. Donc le présentateur n'est pas celui qui a fait le cours, il a 1 ou 2 minutes pour improviser, l'équipe à côté, elle corrige, et quand les étudiants dans la salle ont des questions à poser, c'est l'équipe qui a fait la présentation qui répond. Karaoké. Le ping-pong, ça c'est top. Le ping-pong, je prends un schéma, je mets 2 étudiants, et ils n'ont qu'une phrase à dire. Et je leur donne 3 minutes. Donc j'ai un mécanisme moléculaire, imaginez, vous avez un mécanisme, un schéma, vous avez 2 étudiants, et le premier commence, il a le service. Ping-pong, c'est le principe, hein, vous avez le service, ping-pong. Donc il commence, il a le service. Sur ce schéma, vous pouvez voir que l'enzyme, la ARN polymérase en question, s'approche du promoteur du gène. L'étudiant d'à côté. Une fois que l'enzyme s'est approchée du promoteur du gène, elle va reconnaître une protéine qui s'est d'abord fixée et qui va lui permettre la reconnaissance. Cette reconnaissance est importante et on fait du ping-pong comme ça, sur des petites phrases. Je peux vous dire que les étudiants ont intérêt à être super concentrés.
En même temps, les autres écoutent parce que l'équipe qui a fait le schéma, c'est pas celle qui présente. Donc on fait du ping-pong, du karaoké, on fait de la battle, on fait de l'éclipse. L'éclipse, c'est bien. Hein. Vous prenez le schéma, et au moment où il est projeté, vous en cachez la moitié. Et il commence l'explication. Comme une éclipse. Et puis pendant qu'ils expliquent, vous découvrez des parties du chapitre. Et ils sont obligés de se concentrer sur ce qui apparaît. Et donc on a créé des modes de restitution, de présentation à l'oral qui sont toutes différentes et qui éveillent l'attention, la surprise. Si vous mettez de la surprise, du dynamisme, vous pouvez faire 7 à 8 présentations, 100% d'attention. Et même, je vous dirais, à la fin, il reste plus 10 minutes. Il ne reste plus que 10 minutes. On a encore 3 présentations à faire. On n'a pas le temps. Hein. 10 minutes, 3 présentations. On met les 3 présentations d'un coup. Je mets les étudiants devant moi. Je leur dis, vous avez 1 minute pour me trouver 3 points communs, 2 différences. Ils sont obligés de chercher. Et je leur dis, maintenant, on lève le doigt. Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? Donc, on est capable de traiter 3 présentations qui font normalement un quart d'heure chacune, en même pas 3 à 4 minutes avec 40 élèves. Donc, les étudiants font des présentations. Et le prof apprend. Avant, quand j'étais un prof normal, mais ça c'était avant, quand je sortais de ma salle de classe, j'étais fatigué et j'en avais pas appris plus. J'étais fatigué, mais maintenant je sors de la classe, je suis très fatigué, mais j'apprends des choses. Et s'ils m'apprennent des choses, ils ont des points. Donc ici, par exemple, c'est arrivé une fois, c'est véridique aussi, tout ce que je vous disais vrai. J'ai des étudiants qui m'expliquent une bactérie avec ses 2 chromosomes, comment elle fonctionne, et puis moi, je me dis, les bactéries, elles n'ont qu'un seul chromosome. Tout le monde sait ça, j'enseigne en médecine. Donc, j'écoute mes étudiants pendant 2-3 minutes et je leur dis, j'ai une question. Pourquoi votre bactérie, elle a 2 chromosomes circulaires? Et en même temps, je me dis, je ne vais pas être méchant avec eux parce que comme ils ont fait une erreur, je voudrais qu'ils réfléchissent à leur erreur. Donc, j'essaie de les amener sur la piste. Et je leur dis, je ne comprends pas pourquoi votre bactérie, elle a 2 chromosomes. Alors, ils me regardent, monsieur, elle a 2 chromosomes. Bon, je ne comprends pas pourquoi elle a 2 chromosomes, ou alors peut-être que c'est une bactérie qui va se diviser. Donc comme elle va se diviser, c'est normal qu'elle divise, elle réplique son chromosome, et puis quand elle a 2 chromosomes, ça donnera 2 bactéries. Je suis content parce que j'ai trouvé une explication pour les aider. Il y a un exemple qui dit, mais monsieur, c'est pas possible, vous voyez bien que les 2 chromosomes ont 2 tailles différentes. Il y a un grand et un petit. Donc, réfléchissez, monsieur. Si ça se répliquait, ils auraient la même taille. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Alors je leur dis, ah oui, effectivement, je n'avais pas remarqué ça. Et là, il y a l'étudiante d'à côté. Parce que vous savez, quand je pose une question, les autres cherchent. Et la fille me dit devant tout le monde, mais monsieur, c'est très simple. Vous savez qu'au Massachusetts, dans une équipe du MIT, il y a 5 chercheurs américains qui ont montré que sur 32 souches de cette espèce, il y avait 2 chromosomes, un grand et un petit. C'est rare, mais ça existe. Et là, j'apprends. Et quand j'apprends, je mets des points en plus. La semaine suivante, je me retrouve dans un amphi, 500 étudiants en médecine. Et on était en train de parler des bactéries, et je leur dis, à propos des bactéries, tout le monde sait que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome circulaire. Alors tous les redoublants, ils disent, bah oui, on le sait, c'est vachement ça. Mais sachez que récemment, une équipe du Massachusetts a montré que... Et là, j'ai des étudiants brillants qui se disent entre eux, le prof, quel niveau? Et son copain qui répond, bah oui, forcément, c'est un chercheur. Il est up to date. Donc il faut accepter d'apprendre des élèves, parce que les élèves vous apprennent des choses. Pas tous les jours, hein, mais ils vous apprennent des choses. Et la deuxième anecdote que j'aime beaucoup, qui est vraie aussi, celle-là, elle fait chaud au cœur. C'était la 3e année que je faisais de la classe renversée, et la première séance, j'explique aux étudiants ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on veut faire cette méthode, elle est impérative, je vais vous responsabiliser, voilà, vous avez... Donc je leur explique pourquoi on fait cette méthode. Et donc j'ai terminé. Et à la fin de la séance de présentation, j'ai un élève qui vient me voir, qui me dit, je l'avais jamais vu de ma vie, première séance. Il me dit, monsieur, j'aime beaucoup votre méthode, celle qu'on va suivre pendant le semestre, elle me plaît bien, mais vous allez avoir un problème avec moi et avec 4 de mes collègues, parce que nous, on n'a plus fait de biologie depuis 3 ans. On n'a plus fait de génétique depuis 3 ans. Alors quand on a vu le programme, réplication, transcription, régulation, mutation, c'est bien tout ça, mais ça va être chaud. D'ailleurs, il dit, moi, vous savez, je vais même vous dire en tout, je ne sais même pas ce que c'est, comment est fait une molécule d'ADN. Alors, je me rappelle même plus ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Je dis, c'est pas grave, on va vous mettre par équipe. Donc, comme il y a un casting et qu'on a mélangé les élèves, chacun de ces 5 étudiants, je les ai mis dans un groupe différent. Et ils ont travaillé en groupe, et donc ils ont suivi la méthode comme les autres. 3 mois après, alors que les élèves font le cours ensemble, je vois mon étudiant devant un tableau avec un schéma presque aussi grand que lui. Le schéma, vous voyez sur le dessin, est exactement le schéma
qu'il a fait sur le tableau, à peu près, avec ce schéma, et puis en train de décrire la régulation d'un gène. Et donc moi je m'approche, il y avait des étudiants autour de lui, puis il est dans une explication. Il me voit, et je le regarde comme ça, l'air un peu bizarre, et il s'arrête, il me dit il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur? Je dis non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, vous le voyez bien, je suis en train d'expliquer la régulation de l'opérolactose. Vous savez, la bactérie, quand vous coupez le glucose et qu'elle doit digérer du lactose, elle doit exprimer 3 gènes qui se trouvent sur un opéron, avec le promoteur, l'opérateur, et puis il est en train de finir sa phrase, il me dit pourquoi c'est pas ça? Je dis non, c'est bon, enfin presque, il y a des petites erreurs, presque tout est bon dans ce que tu es en train d'expliquer, mais c'est pas ça qui m'interroge. C'est pas toi, il y a 2 ou 3 mois, qui disait que tu savais même pas ce que c'était qu'une molécule d'ADN, et là tu es en train d'expliquer la régulation d'un gène de bactérie. Et il me répond, monsieur, je sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais la régulation de l'opéron chez la bactérie, c'est top niveau, ce truc. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir dans un bouquin, parce que j'ai l'air bête. Et donc, ces étudiants, je me suis dit, mais si le premier jour, je les avais pris tous les 5 en leur disant, attendez, je vais vous prendre à part, je vais vous remettre à niveau. Moi, en 10 heures, je peux les remettre à niveau. Mais au bout de 2-3 heures, je les aurais saoulés. Et puis, ils n'auraient pas eu envie. Autrement dit, tant que tu ne connais pas tous les verbes irréguliers, tu ne parles pas anglais. Non, tu vas commencer par baragouiner en anglais, et après, quand tu commenceras à faire des phrases qui ne veulent rien dire, ou qui veulent dire des choses et qui ne sont pas du vrai anglais, plutôt du French, eh bien, à ce moment-là, tu vas apprendre les verbes irréguliers. Et donc, peut-être que dans ce sens-là, parfois, ça peut être intéressant. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les innovations pédagogiques, ça peut poser des problèmes et ça peut en régler d'autres. En tout cas, les meilleurs élèves restent les meilleurs élèves en termes de notes. Ça ne change rien dans le haut. Par contre, ça écœure moins dans le bas. Donc, vous avez un système qui peut-être trie un peu moins bien par le haut, mais qui n'écœure pas par le bas. Tout le monde ici connaît, quand on ne l'a pas vécu soi-même, des gens qui ont arrêté des études dans des domaines qu'ils aimaient, parce que la façon dont on leur a enseigné, eh bien, ne leur a pas convenu. Voilà, donc ma classe, elle est renversée, mais surtout, elle est ouverte. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, tout le monde peut rentrer, sortir, il y a des visites tout le temps. Donc j'ai les 40 étudiants, ils travaillent en équipe, et ils viennent, au début c'était des profs qui venaient, des profs de philo, des profs d'informatique, après des techniciens, des administratifs, le comptable, le responsable de service informatique, et maintenant des entreprises, des directeurs, des managers, tout est publié sur Internet. Alors on gère un petit peu, parce qu'une fois je me suis retrouvé avec 20 visiteurs pour 40 élèves, ça devient un peu compliqué. Mais dans chacun de mes cours, les gens viennent, rentrent, ils peuvent venir 5 minutes, 10 minutes, observer, moi je peux observer les leurs. La meilleure façon de créer une dynamique pédagogique, c'est d'inviter les autres à venir voir ce qui se passe. Ça permet à des profs de vous donner des conseils, ça permet aussi de vous inspirer, de les inspirer. Donc, si vous innovez tout seul, eh bien vous avez votre innovation, et puis elle meurt avec vous. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'agir, eh bien, vous emmenez votre innovation. Alors que si vous partagez votre innovation dans la classe, si dans la salle des profs ou dans vos réunions pédagogiques, vous discutez entre vous de ce que vous faites, et pas toujours des mêmes choses, le niveau des élèves, ceci, cela, là, vous discutez de ce que vous avez fait, j'ai testé telle chose, tiens, le karaoké, ça m'intéresse, je vais faire un ping-pong, bien avec moi. Donc, vous montez des choses ensemble, et bien vous créez une dynamique pédagogique, une dynamique d'innovation, et ça, c'est durable. Donc, dans un établissement, si on veut qu'il y ait l'innovation pédagogique, il faut créer ces événements. Ça peut s'appeler des estivales, ça peut s'appeler des ateliers, ça peut s'appeler des classes ouvertes. Il faut faire du partage d'expérience, et pas être tout seul dans sa classe. J'ai entendu une fois quelque chose qui m'a un peu perturbé, mais je me suis dit, mais c'est la vérité. J'ai des collègues, et notamment dans des rectorats, des recteurs qui ont dit, mais il y a beaucoup d'enseignants qui exercent leur métier, ou ça peut être vrai pour des formateurs d'ailleurs, qui exercent leur métier comme une profession libérale. Je rentre dans ma classe, c'est mon cabinet, personne ne peut rentrer, il n'y a que moi, c'est mes élèves. Je leur explique ce qu'il faut faire, je les note. Et je ne publie même pas mes cours. Et donc, on veut former des jeunes à la collaboration, à l'interaction, le mouvement, etc. Et on peut utiliser 100% de formation, je dirais, complètement académique et figée, c'est-à-dire qu'on est complètement antagoniste, complètement à l'opposé de ce qu'on veut faire. On veut créer des gens qui collaborent, qui travaillent ensemble, etc. Et on leur balance des connaissances dans un milieu fermé. Et il ne faudrait pas que ça se sache à l'extérieur que j'ai dit une erreur, que j'ai fait une erreur. J'avais été une fois visiter les MOOC américains, donc j'ai visité edX, Khan Academy, etc. Et je me rappelle, il y a 5 ans, lorsque à Khan Academy, ils avaient expliqué comment ils mettaient leur MOOC en ligne, j'étais avec des universitaires parisiens et de grandes villes françaises, et il y a un des universitaires qui a dit, mais monsieur, américain,
travaillait avec Salman Khan, mais comment vous contrôlez ce que mettent vos profs sur Internet? Et l'Américain a répondu, d'abord, vous, est-ce que vous contrôlez vos profs dans l'amphi? Dites-moi comment vous faites, parce que nous, on ne fait déjà pas dans l'amphi. En même temps, nos profs, quand même, c'est des profs d'Harvard, de Berkeley, et comme ils mettent sur Internet, même si eux font des erreurs, parce qu'ils font aussi des erreurs, eh bien, ils reçoivent des commentaires, des réactions. Autrement dit, si vous ouvrez les choses, c'est le meilleur contrôle. Donc, il y a des profs qui sont complètement en travail, je dirais, individuel, libéral, et qui, dans la salle des profs, ne parlent jamais de ce qui se passe dans leur salle de classe. C'est top secret, c'est secret professionnel. Et donc, comment ils peuvent évoluer, bouger, innover? C'est pas possible. Et donc, ils essayent de renforcer l'académique, alors que la meilleure façon de renforcer l'académique, c'est de faire de l'innovation. Vous n'êtes pas obligé d'innover à 100%, hein. Vous n'êtes pas obligé de renverser votre classe à 100%. Mais renverser des petits morceaux, un petit chapitre par-ci, que ce soit par là, un petit coup de karaoké ou autre. Vous allez voir qu'il va se passer des choses. Donc, la classe est ouverte, les profs peuvent rentrer, et on crée des événements entre nous. Donc, on fait ça depuis 5 à 6 ans maintenant. On a 5, dans mon université, on a 5 facultés, 20 écoles. Donc, il y a 30 000 étudiants, c'est aussi gros que Louvain-la-Neuve. Donc, on fait des ateliers pédagogiques. Moi, je suis très admiratif de ce que vous faites au niveau des estivales, parce qu'on ne fait pas encore des choses comme ça de 10 à 15 jours complètes avec ce programme, mais on fait des choses de ce genre-là. Et puis, on partage nos expériences, on fait du coworking, on travaille ensemble. Donc, quand j'ai un prof d'économie qui a un problème, on travaille les cours avec les profs de maths et philo. Dans mon équipe, j'ai 15 personnes, on est tous de domaines différents. Moi, je suis biologiste, j'ai un collègue qui est en droit, en économie, en gestion, en lettres, en philo, en théologie, en sport. On travaille ensemble. Là, on expérimente des cours en faculté de droit construits par des profs de maths ou des profs d'économie. On co-construit les cours ensemble. Et aussi avec les étudiants. On monte des méthodes avec les étudiants. On fait du coworking. Et on fait aussi ce qu'on appelle du SCHURZ. Donc tout à l'heure, Gaël a évoqué. Tout ce que je viens d'évoquer là, c'est de l'innovation qu'on appelle parfois de l'innovation incrémentale. Vous savez, c'est de l'innovation de transformation. Finalement, ma classe renversée, ça reste un cours de génétique. Mais c'est juste que je fais différemment. Donc on peut innover en faisant la même chose. Ah, c'est un prof innovant, il est un prof de maths, mais il a une façon bizarre de faire les maths. Par contre, le SCHURZ, c'est un cours qui n'existe pas. Le SCHURZ, c'est une façon d'évaluer les étudiants qui n'existe pas. Le SCHURZ n'existe pas. Et donc on prend des cours des profs différents, on fait des ateliers et on va créer un cours qui n'existe pas. Donc on fait ça avec des profs de lycée, des profs de collège, des profs de maths, avec des étudiants. Et puis ça dure une demi-journée, ça peut durer une journée. On invente le cours, par exemple, je vous donne des noms de cours qui ont vraiment été inventés. La chanson d'amour en allemand, ça c'est un beau cours. La chute de la tartine beurrée, ça c'est un cours génialissime. Et puis il y avait la chimie expérimentale et architecture. Et dans chacun de ces cours, eh bien, on explique à qui se destine le cours, quelles sont les connaissances que transmet ce cours, quelles sont les compétences qu'on développe, quel est le public visé, quelles sont les matières qu'on mélange. Et en fait, on crée ce qu'on appelle des modules transdisciplinaires. C'est différent de modules pluridisciplinaires, interdisciplinaires, multidisciplinaires. Ok, il y en a plusieurs disciplines. Par exemple, biotique. Je fais de la bio le matin, je fais de l'éthique l'après-midi. Voilà. Donc c'est une addition. 1 plus 1 égale 2. Interdisciplinaire, je les croise. Transdisciplinaire, je les mélange tellement que je ne sais pas ce que c'est. Autrement dit, dans la chute de la tartine beurrée, il y a quoi là-dedans? Il y a des maths, il y a des statistiques, il y a de l'informatique. Selon ce qu'on met sur la tartine, il y a de la culture, de l'économie, de l'agronomie, de l'agriculture, de la géographie. C'est-à-dire que tous les profs qui ont créé ce cours de la tartine qui tombe, eh bien, ils sont de matières différentes et ils profitent des calculs et des expérimentations qu'ils vont faire aux élèves pour leur inculquer des choses en rapport avec leur matière. Et donc, on travaille sur des problématiques. Par exemple, j'ai envie de construire un avion. Tout ça, on connaît depuis longtemps, les apprentissages par projet, apprentissage par problème. On va construire un avion, construire une fusée. Eh bien, on fait intervenir plein de méthodes différentes. Et le cours, il s'appelle « Je construis une fusée ». Il ne s'appelle pas mathématiques, physique ou chimie. Donc, on crée des cours de SCHURZ pour faire de l'innovation, qu'on va appeler cette fois-ci de l'innovation de rupture, et plus d'innovation incrémentale. Voilà. Pour terminer, les mots les plus importants à retenir pour vous inspirer, parce que vous n'êtes pas venu ici vous dire tiens, est-ce que je pourrais faire aussi de la formation renversée ou des choses comme ça. Il y a des mots-clés que je vous demande de retenir parce que ça fonctionnera avec vous, avec tout le monde. Le premier, c'est la confiance. Impossible d'innover si vous ne faites pas confiance aux gens. On m'a dit qu'il ne peut pas faire confiance aux élèves. Le formateur, le prof, doit faire confiance au groupe. Le groupe doit faire confiance au formateur, parce que vous changez les règles. Moi, j'ai changé des règles, notamment de notes. Vous devez faire confiance au groupe. Le groupe doit vous faire confiance. C'est pas fini. Les gens, entre eux, doivent se faire confiance par équipe. Parce que vous leur mettez tous la même note.
Comment vous repérez ceux qui profitent du groupe? Là, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai monté une méthode qui s'appelle la détection des passagers clandestins. Donc, je repère dans un groupe celui qui profite du groupe en ayant une bonne note, et donc les étudiants s'auto-évaluent, et je repère les passagers clandestins. Donc, ils doivent se faire confiance entre eux. Et puis, vous devez vous faire confiance à vous-même. Vous devez se faire confiance soi-même. Donc, tout ça n'est pas possible sans confiance. Des fois, moi, j'ai des élèves qui me disent Monsieur, pour être chercheur, parce que je suis chercheur, pour être chercheur, c'est quoi les qualités? Pour être chercheur, il y a une qualité fondamentale. Ce n'est pas la peine de faire de la recherche si ça n'a pas cette qualité. Pour être chercheur, il faut être curieux. Pas de curiosité, pas de recherche. Eh bien, pour être innovant, innovateur, il faut faire confiance aux gens. Vous ne faites pas confiance aux gens, vous ne ferez pas d'innovation. Vous resterez enfermé dans votre petit truc, bien confort, bien sécurisé. Et même si vous devez souffrir 45 ans de carrière, vous allez souffrir parce que vous ne pouvez pas en sortir. Le deuxième mot important, c'est que, et là c'est le biologiste qui vous parle, il faut lutter, si vous voulez innover en pédagogie, il faut lutter contre une maladie, alors je ne sais plus si elle est chronique, infectieuse, transmissible, une maladie qui touche beaucoup de profs et qu'on appelle la programmite. Alors des fois ça s'appelle la programmite aiguë, la programmite récidivante, c'est de se dire, si je n'ai pas fait tout le programme, j'ai fait une faute professionnelle. Autrement dit, j'ai 150 choses à transmettre, et si j'en donne 149, oulala, si ça savait que je n'ai pas parlé de ça, que personne ne comprend d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la fin, mais on n'a pas le temps, eh bien la programmite, ça empêche d'innover. On ne peut pas innover si on veut passer le même nombre de connaissances. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une vision bancaire de l'enseignement. Un transfert bancaire. J'ai 100% de connaissances, hop, je vous fais un transfert bancaire. Ici, d'en récupérer mieux. Non, non. Il faut transmettre les fondamentaux. Autrement dit, il vaut mieux parfois bien transmettre ou partager, faire co-construire 60%, 70% des fondamentaux, ne pas aller à fond du programme, ils iront chercher le reste. Et moi, très clairement, depuis 5 ans, je peux vous dire que ce que produisent mes étudiants, ça correspond. Mes étudiants, aujourd'hui, ils produisent chaque année 70% du cours. Alors vous allez me dire, c'est quoi les 30% que tu fais plus? Ça correspond exactement aux 30% qui ne comprenaient pas quand je leur faisais le cours normal. C'est-à-dire quand je faisais un cours normal, j'expliquais 100 choses, ils en comprenaient 70. Parce qu'ils produisent par eux-mêmes, c'est les mêmes. Et il y a 2 ou 3% d'élèves qui sont capables d'aller un peu plus loin. Donc on ne peut pas tout demander à l'innovation pédagogique. L'autre chose, c'est par rapport au numérique aussi, ça peut être un peu facile le numérique. Des fois, on fait des MOOC un peu particuliers, ça ressemble à du e-learning qui ressemble à du cours normal, mais c'est juste en ligne. Et donc, quand je dis do it yourself, faites-le par vous-même, il ne faut jamais laisser les apprenants se débrouiller. Il ne faut jamais leur dire fais-le par toi-même. Il faut les accompagner, les aider. Donc, ça demande du boulot. Donc, en fait, la première année, j'ai fait de la classe renversée. Ça m'a demandé 130% de travail. Je suis revenu à 100% que la deuxième année. Donc, il y a un investissement à faire au départ. Sinon, c'est trop facile. Vous dites faites tout par vous-même, puis je verrai ce qui se passe. Quand ils ont bossé par eux-mêmes et qu'ils reviennent vers vous, vous avez plus de boulot. Parce qu'il y a un truc à trier qui est monstrueux. Donc, j'ai parlé de do it yourself, mais même ça, c'est pas terrible. Je préfère le do it with others. Faites-le avec les autres. Donc, ils sont autonomes, ils travaillent en ligne, ils doivent co-construire, mais en équipe, par complémentarité. Le faites-le avec les autres, c'est beaucoup plus performant que débrouille-toi par toi-même. Et puis, la multiplicité des supports. On fait du papier, on fait du crayon, nous on a des feutres, des Velleda, on travaille même avec des maquettes. Parce que si vous dites à des élèves, construis-moi un mécanisme enzymatique avec des chamallows, des Legos et du carton, il va sur Internet, il regarde les schémas sur Internet et il fait une maquette. Et vous savez que c'est vachement difficile de faire un copier-coller quand vous passez de 2D à 3 dimensions. Et donc quand ils font une maquette, et que vous leur demandez d'expliquer la maquette, forcément ils ont compris les choses. Alors que s'ils font un copier-coller d'un schéma PowerPoint et qu'ils vous le projettent, le schéma devant vous il est impeccable et ils ne sont pas capables de vous l'expliquer. Donc quand vous passez de la 2 dimensions à la 3 dimensions, donc on fait des PowerPoint en 3 dimensions et ça marche super bien. Et voilà, il y a plusieurs possibilités. Pour terminer, cette classe renversée, cette innovation pédagogique, ça sème un peu le trouble. Tout à l'heure, j'ai aimé le mot parce que le mot de formateur. Les formations, nous sommes des formateurs. Et j'intervenais dans des centres de formation en France et en Suisse, et il y avait quelqu'un qui disait, mais même notre nom, il est bizarre, on est des formateurs. Donc on met les gens, on les forme. Il y a une norme, il y a un machin. Et on devrait parfois être aussi un peu des déformateurs. C'est-à-dire que, et si vous déformez un peu, vous formez mieux. Donc je n'oppose pas la formation à la déformation, je n'oppose pas l'innovation pédagogique à l'académique. Je remarque juste une chose, c'est que quand vous semez 10 à 15% de troubles, quand vous faites du do-it-yourself, quand vous faites des choses bizarres, quand vous mettez de la créativité dans vos cours, quand vous déformez un peu, eh bien vous renforcez la formation. Donc si vous démarrez votre formation en disant
On va faire un truc bizarre, vous demandez de construire quelque chose, de poser des questions. Vous voulez quelqu'un de réfléchir sur des choses qui sont fausses, sur des fake news, partez sur quelque chose de faux. Vous travaillez, vous corrigez et vous imprégnez. Moi, j'ai un collègue à Paris, il a 10 ans de moins que moi, peut-être 15 d'ailleurs, il fait des cours de génétique moléculaire avec ses élèves, et il réfléchit sur des schémas qui sont faux. Et moi, je le fais aussi, hein, ça s'appelle trouver l'erreur, ça marche super bien. Je dis aux étudiants, voilà, je vais vous faire un cours de 10 minutes, c'est fondamental. Et pendant les 10 minutes, il y a 2 choses que je vais dire qui sont fausses, archi fausses, mais je ne les corrige pas. Et le jour de l'examen, ou pendant un DS, si je trouve ces choses fausses, c'est 0 à toute la copie. C'est-à-dire que vous êtes capable de croire tout dans la vie, et vous n'êtes pas des citoyens libres. Donc je fais mon cours, je démarre, et au début, dès mes premières phrases, je dis une chose qui est fausse. Là, ping, j'ai des oreilles qui se lèvent. Et je continue, et qu'à la fin, j'ai une chose qui est fausse. J'ai 100% d'attention. Ils savent que c'est fondamental, il y a des erreurs. Vous faites réfléchir, travailler sur des erreurs, et bien, quand après vous corrigez, ça reste ancré. Et puis en plus, j'ai remarqué que ça a limité les étudiants consommateurs. Avant, j'avais des étudiants qui n'étaient pas en cours. Alors, ils allaient voir leurs copains. Moi, j'étais pas là en cours la semaine dernière. Puis après, le cours, oui, tiens, merci, je l'ai copié chez moi. Ils avaient des bonnes notes, hein, ils n'étaient pas en cours. Maintenant, quand ils disent aux copains, tiens, là, le cours, ouais, je te le file. Bon, je te le file, il y a 3 erreurs là-dedans. Le prof, il dit qu'il y a des erreurs. Il n'a pas corrigé. Ah oui, il y a des erreurs, oui, il y a des erreurs, mais je ne sais pas où elles sont. Ah oui, il a rajouté que si on copie les erreurs à l'examen, on a 0. Ah non, c'est que. Mais il faut venir, quoi. Et donc, ils viennent. Donc, j'ai plus d'absentisme. Ils viennent tous. Voilà, donc l'innovation pédagogique, et c'est vrai pour l'innovation dans l'entreprise, c'est vrai pour l'innovation dans le management, c'est vrai pour l'innovation dans ce que vous voulez, dans votre vie familiale, associative, n'importe quoi. L'innovation, c'est un endroit qui est un peu complexe, transdisciplinaire, pluridisciplinaire, créatif. C'est un endroit génialissime en fait. Ça correspond, quand vous êtes biologiste par exemple, ça correspond à la canopée des forêts. Le sommet d'une forêt amazonienne, c'est là où il y a le plus de diversité, c'est la vraie vie. Il y a encore des espèces non déterminées, c'est génial. Sauf que l'innovation, vous ne pouvez pas faire abstraction des disciplines. C'est-à-dire que si vous êtes un biologiste et que vous vous intéressez à l'extraordinaire de la canopée, mais que les troncs d'arbres et les racines, ça vous saoule, et que vous sciez tous les arbres, toute la canopée tombe par terre, comme ça je peux l'étudier à mes pieds, eh bien tout meurt. Et bien l'innovation pédagogique, c'est pareil. Vous ne pouvez innover en pédagogie que si vous êtes axé, ancré sur les structures. Il faut être bon dans son domaine. Il faut travailler en équipe pluridisciplinaire. Depuis 6 ans qu'on a monté notre design school, c'est une sorte de laboratoire d'innovation pédagogique, on s'est rendu compte que nos profs, et c'est vrai pour les formateurs, nos profs qui innovent le plus, qui font des choses les plus incroyables en innovation, c'est presque toujours des profs qui sont excellents en cours normal, qui adorent l'enseignement académique. C'est rare d'avoir quelqu'un qui est noyé par l'académique, qui n'a pas de niveau et qui est bon en innovation. Pour être bon en innovation, il faut parler plusieurs langues, travailler ensemble, il faut ancrer sur les disciplines. C'est le contraire de ce que pensent certains profs quand ils vont dans des formations d'innovation pédagogique, parce qu'ils sont paumés. Vous savez, je ne sais plus quoi faire, mes élèves, comment les motiver, ils ne m'écoutent pas, je ne connais pas bien mon cours, est-ce que l'innovation, ça va m'aider? L'innovation, elle n'a jamais sauvé quelqu'un qui ne sait rien faire. Et d'ailleurs, non seulement elle ne le sauve pas, mais elle l'enfonce. Parce qu'en face, il y a un commercial qui vient, qui dit, attendez, moi j'ai la solution à votre problème, c'est l'application, le tableau, le numérique, le machin, et il vous le vend à 1000, 2000, 3000. Et vous allez voir avec ça, ils vont kiffer à mort, hein, les élèves. Sauf que, quand vous n'êtes pas bon dans votre cours normal, et qu'en même temps vous rajoutez la couche du numérique et du machin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes techniques et tout, c'est une catastrophe. Et vous faites juste une transposition. Moi j'avais un collègue, il m'avait dit il y a très longtemps, moi je suis le prof le plus innovant de l'université. Hein. Parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais une craie et un tableau. Après, j'ai eu un transparent et des feutres. Après, j'ai eu du PowerPoint. Maintenant, j'ai une plateforme Moodle machin et je vais passer aux lunettes Oculus Google Bidule. Je lui ai dit, mais tu fais toujours la même chose. Il n'y a rien qu'à changer. Tu transmets un cours, ils apprennent et tu leur poses des questions. Donc, c'est de l'évolution technologique. Tu as fait une transposition, mais on peut être super innovant avec une craie et un tableau. Moi, je suis super innovant. J'ai 500 élèves, j'ai une craie comme ça. J'écris quelque chose au tableau et je dis, je vais vous poser une question, je jette la craie, celui qui attrape la craie, il a 20 sur 20. Hop, je jette la craie, je peux vous dire que là ça bouge. Je jette la craie, il y a une sorte de mêlée comme au baseball quand la balle elle arrive, et il y en a un qui sort, il est complètement équimosé, il y a la craie comme ça, 20 sur 20. Et je dis, voilà, toi c'est bien. Tu as 20 sur 20, et pour valider ton 20 sur 20, tu viens ici. Et maintenant, on va voir si tu es capable de valider. Après quand je jette la craie, ils sont un peu moins nombreux. Mais on peut être innovant avec une craie et un tableau, exactement, voilà. Et donc, l'innovation pédagogique, c'est une rencontre, c'est un maillage. Des fois, il suffit d'innover à 10 à 15%, ça suffit, mais il ne faut pas faire abstraction des disciplines. Donc, dans une équipe pédagogique, si vous voulez innover, il faut aussi écouter les profs
qui n'innovent pas. Ça aussi, ça va perturber certains ou certaines. Les gens qui vont vous aider le plus dans l'innovation, ce sont les profs ou les formateurs qui n'innovent pas. Sauf qu'au lieu de dire c'est moi l'innovateur, le moderne, et lui il est has-been, à chaque fois que vous avez des réussites en innovation, vous associez tout le monde. Donc nous, à l'université, quand on passe à la télé, à la radio, qu'on fait des conférences et qu'on a des prix d'innovation, on répète tout le temps que c'est des équipes complètes et que les profs qui n'innovent pas nous aident. Parce que le fait de transmettre des cours normaux, comme on le fait aussi, et ça permet d'avoir des élèves d'un certain niveau qui peuvent innover. Et on innove. C'est un mécanisme enrichissant. Ce qui fait que si vous avez un gros problème avec le karaoké, un gros problème avec le ping-pong, ou un gros problème avec les tableaux tournants, c'est qui le prof qui va vous trouver la solution? C'est pas l'autre innovateur, parce qu'il a le même problème que vous. C'est le prof qui innove pas, mais que vous avez associé, parce que lui, il a la solution. Donc l'innovation pédagogique, c'est un problème, c'est un projet d'équipe. Il n'y a pas d'innovateur à 100% comme d'innovateur à 0%. C'est comme une équipe de foot, vous n'allez pas avoir 11 gardiens de but. C'est des mélanges, il y a des postes, il y a de la tactique, c'est pareil. Et bien dans l'innovation pédagogique, c'est la même chose. Il faut marier, allier, relier l'innovation, l'académique. Et donc, ce n'est pas un problème d'opposition. Arrêtez de penser que l'innovation, ça contredit l'académique. C'est faux. Ça la renforce. Voilà. Donc, en dessous, vous avez j'ai laissé un ouvrage de Gaëlle qui pourra vous le transmettre, enfin, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais j'ai laissé des liens. Bon, je peux vous envoyer des liens. Si vous m'envoyez un mail, j'envoie des films. On a des petits films. On a des partages. Toutes les réactions des étudiants positives et négatives, elles sont sur Internet, vous pouvez les trouver là. Et voilà, là, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait cette conférence de manière renversée, parce que je le fais aussi de manière renversée. Mais comme j'ai décidé comme ça de partager cette expérience, et qu'il fallait lancer ces 15 jours sur la thématique du voyage, je me suis dit que quoi de mieux que de vous emmener dans un voyage un peu bizarroïde, de classe. Quoi de mieux peut-être que de commencer un voyage en renversant tout. Vous savez, c'est la liste. On renverse tout en espérant que tout se remettra un peu en ordre, en décantant dans les 15 jours qui viennent. Voilà, merci à vous. Je vais vous laisser le micro parce que, d'abord, un grand merci, un tout grand merci, M. Caillé. Vraiment, à la fois de nous rafraîchir notre posture réflexive, mais aussi de nous inspirer sur toute une série de projets, d'idées. J'ai vu l'équipe de formation extrêmement attentive et je suis sûre que les projets vont fuser dès cet après-midi. Alors, on ne va quand même pas vous laisser partir sans avoir une interaction avec le public. Je reste avec vous dans le Voilà. Et donc, je vais vous proposer à chacun de poser des questions si vous le souhaitez, ou d'interagir, de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Voilà, je suis Nicole Roland, l'administratrice générale de l'IFAPME. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup aussi les TED Shows. C'est effectivement, ce serait très bien pour un TED un peu long, mais on va avoir un format court. Vous l'enregistrez complètement, vous comptez le diffuser sur Internet ou ok, pour que on a quand même 3000 formateurs. J'ai des petites aides, parce que vous l'avez filmé, mais l'expérience veut que les gens vont regarder les 3 premières minutes. Mais j'ai des liens, je peux vous les envoyer, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en ligne ce que vous avez filmé, et des TED qui font 10 minutes, 5 minutes sont plus... Okay. Et idem pour la conférence finale, qui serait sûrement très intéressante à partager avec tous les formateurs. Merci. En effet, donc vous retrouverez tous les supports sur notre site formaform.be. N'hésitez pas à aller les retrouver, mais en effet, on mettra également les différents liens des têtes que vous avez fait auparavant, comme ça permet à d'autres formats aussi de se diffuser. D'autres réactions, questions? Oui, prochaine. Jeanne Calbouche pour cette formation. Par rapport à toutes ces innovations, j'ai l'impression que les étudiants ou les apprenants, ils sont motivés, ils bougent, ils sont actifs et tout ça. Maintenant, comment mesurer l'apprentissage? Tu en as parlé un petit peu, tu as dit que finalement, ceux qui sont bons, ils restent bons, sinon les autres. Mais sinon aussi, il y a les compétences, les fameuses soft skills qui développent, la collaboration, le partage et tout ça. Est-ce que ça, vous le mesurez, vous le mettez en avant? Au début, quand on a... Alors, je ne suis pas tout seul, là. Moi, je suis un peu bizarre, mais maintenant, on est 50 à faire ça chez nous. Maintenant, on est 50 profs à faire des innovations très différentes. On fait de la carte mentale, de la classe inversée, renversée, serious game.
On fait de la wikiradio, de la web TV, de la carte mentale, l'apprentissage par projet. On a plein de méthodologies très différentes. Et on a commencé il y a 5-6 ans de manière empirique, c'est-à-dire qu'on ne mesurait rien du tout, sauf par évaluation un peu en contrôle qualité. Est-ce que ça plaît aux étudiants? Est-ce que ça leur plaît pas? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à améliorer? Mais ça reste subjectif. Donc je dirais c'est un peu, ça ressemble à du contrôle qualité. C'est pas du tout un contrôle réflexif. C'est pas du tout une analyse réflexive. Depuis 2 ans maintenant, on a des doctorants. Donc Marcel Lebrun avec toute son équipe, Marianne Freinet, tout ça nous accompagne. On a des doctorants qui évaluent des choses. Donc on commence à évaluer pour avoir une activité plutôt critique de ce qu'on fait. L'évaluation. Est-ce que ça marche pas? Des fois, vous faites une innovation, puis est-ce que c'est pas pire ce que vous obtenez que ce que vous avez eu avant? Donc, il y a des innovations, par exemple, qui servent à améliorer les résultats aux examens. Donc moi, j'ai une collègue qui s'appelle Carole Blaringen. Elle fait de la classe inversée en première année de droit, 500 élèves. Et là, le but, il est clairement d'augmenter le niveau aux examens. Et on le mesure avec des études en stats. On s'est aperçu que depuis qu'on fait des classes inversées, c'est un deuxième niveau, je pense, avec des prairies, des choses comme ça, on avait monté de 10% le pourcentage de réussite aux examens. Donc, il y a des systèmes d'innovation qui permettent d'améliorer nos résultats aux examens. Voilà. Moi, dans ma classe renversée, rien du tout. Les étudiants, j'ai à peu près 95% de réussite à l'examen, 90%, ça ne change rien. Les étudiants qui étaient les bons, les moyens et les mauvais, ça reste les mêmes. Donc, mon innovation pédagogique ne touche rien du tout aux performances à l'examen. Ils n'apprennent pas mieux, je vais même vous dire, ils apprennent moins de choses avec ma méthode. Ils apprennent moins de choses, mais ils connaissent à fond les fondamentaux. Ils sont capables d'aller chercher le reste. Donc ils sont plus autonomes, c'est plus ancré. Et par contre, en termes d'interactivité, il n'y a plus rien à voir. Hein. C'est-à-dire que les bons élèves savent travailler avec les autres, on a créé du lien social. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est contacté presque plus par des directeurs des ressources humaines ou des formateurs d'entreprise que par des profs. Parce que l'innovation pédagogique, c'est un des enjeux majeurs de l'entreprise. On apprend ensemble, comment on interagit ensemble. Et quand ils voient des profs faire des trucs comme ça, ils se disent « punaise, ça devrait être efficace ». Donc, on mesure de l'efficacité par des études aujourd'hui scientifiques. Donc, j'ai une collègue américaine qui s'appelle Joan Schrechinda, qui travaille avec moi, avec Marcel Lebrun, et son sujet de thèse, c'est le suivant. Est-ce que les méthodes de travail collaboratif augmente l'engagement des étudiants en cours? Donc elle étudie 12 profs, moi je suis l'un des 12, donc 12 profs d'universités et d'écoles d'ingénieurs de matières différentes qui ont tous des innovations pédagogiques différentes. Mais le point commun, c'est du travail collaboratif. Et elle regarde si ça améliore le niveau d'engagement des étudiants en cours. Et ça, je peux vous dire que ça intéresse les entreprises. Parce que les entreprises, elles se disent comment moi je peux augmenter le niveau d'engagement de mes collaborateurs dans mon équipe? Apprenez à travailler différemment. Voilà. Mais voilà, donc il y a aussi des études qui ont montré le contraire. D'ailleurs, dans la biblio, tu le vois, il y a des études qui montrent qu'il y a des innovations pédagogiques qui ont baissé les efficacités aux examens ou qui montrent que les élèves apprennent moins. Bah, si on pense que l'innovation pédagogique, ça sert qu'à deux choses, augmenter la motivation, comme ça ils viennent en cours, ou bien augmenter les résultats aux examens, il faut créer son innovation pour ça. Voilà. Si vous avez un problème d'attention, de notes, par exemple, moi j'enseigne en médecine, c'est un concours en médecine. Donc la classe renversée, en première année de médecine, ça ne sert à rien. Par contre, on pourrait imaginer comment on peut innover en médecine, pas pour augmenter les résultats des examens, il y a un numerus clausus, donc on connaît exactement le nombre de gens, mais peut-être pour démoraliser moins ceux qui rateraient l'examen de peu. Voilà, c'est une bonne question, l'évaluation. De toute façon, dans toutes les démarches d'innovation, l'évaluation, c'est un gros problème. Parce que quand vous créez une évaluation, vous allez créer quoi? Des critères, des KPI, des choses comme ça. Vous créez plein de choses et vous normalisez votre évaluation. Et comme j'ai expliqué que l'innovation, c'est une expérimentation progressive, des fois vous découvrez, vous explorez, c'est ça. Nous, on s'appelait des hackers pédagogiques, des explorateurs pédagogiques. Donc, si vous blindez l'évaluation, vous cassez l'exploration. Seulement, il ne faut pas partir non plus la fleur au fusil. C'est-à-dire que je trouve que si on veut vraiment être efficace en évaluation, en innovation pédagogique, il faut deux types de critères. Il faut des critères un peu secs, un peu fermés, qui correspondent à ce qu'on recherche, et puis il faut des critères ouverts. Voilà, il faut un peu les deux. Bonjour Christine Loire. En fait, pour faire le lien avec ce que Rochelle vient de dire, au niveau de l'évaluation, est-ce que vous utilisez aussi ce qu'on appelle la pédagogie blanche, en ce sens, plutôt que de barrer en rouge les erreurs, on met plus
ça s'appelle évaluation blanche ou pas, mais tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, moi j'ai arrêté d'évaluer mes élèves, mes étudiants, avec des notes et retirer des points. Je ne retire plus de points. Parce que j'ai lu dans la biblio, il y a quelques années, peu de temps, qu'il y a des profs d'école primaire qui notent ce qu'on appelle des dictées. Vous connaissez la dictée? Et il y a deux façons de noter une dictée. Il y a la façon que tout le monde a subi, qui est la méthode répressive. À chaque fois que vous avez fait une faute d'orthographe, on vous retire un point. Et donc, vous essayez d'avoir 10 sur 20, 20 sur 20, voilà. Bon, quand j'étais plus jeune, on devait recopier la dictée autant de fois qu'on avait fait d'erreurs. Maintenant, ça se fait plus. Mais il y a des profs de primaire qui, eux, ils ont fait l'inverse. Ils font des dictées, mais ils mettent un point à chaque fois qu'un mot est bien écrit. Ils valorisent. Donc, la maîtresse, l'institutrice, professeure des écoles, elle dit à ses élèves, on va faire une dictée avec 30 mots. C'est comme un jeu. Le score maximal, c'est 30 points. Et c'est parti. Donc, il fait la dictée. Donc, si elle dit, par exemple, le petit chat boit du lait, le LE, 1 point, petit PET, 2 points, et chat, si c'est écrit CHA, on ne met pas de points. Donc, elle fait sa fameuse dictée, il y a 30 mots. Et puis, les élèves ont un score. Ils n'ont pas une note. Ils ont un score de 15, un score de 20, un score de 12. Et ils peuvent garder leur score s'ils veulent, ou peuvent rejouer. Tu es content de ton score de 20, bah, tu restes à 20. Par contre, j'ai envie de rejouer, ben, on fait une dictée, puis on fera une dictée à 30. Et on peut battre son record. Comme ça, quand le petit rentre chez lui, ou la petite avec ses parents, ouais, j'ai 10 sur 20, j'arrive pas à avoir 11. La moyenne, elle bloque, c'est sanctionnant. Même d'ailleurs, celui qui a 19 sur 20, il va pleurer et négocier parce que non, on va tirer un point. Et donc, c'est valorisant. Et quand un élève arrive au maximum, 30 points, ping, bienvenue dans le monde supérieur. Vous savez, comme dans les jeux, accès au niveau 2. La dictée à 50 mots. Je suis le seul. Et donc, ils essayent de battre des records. Et en faisant ça, ils se sont aperçus qu'en valorisant, ils obtenaient, il y a aussi des tweetés, des dictées sur Twitter, des tweetés, des dictées en 140 caractères, des dictées en 280. Et donc, ils se sont aperçus, en faisant ce genre de choses, par la ludification et par la valorisation, eh bien, qu'ils augmentaient la motivation et l'engouement des élèves. Donc, l'évaluation, elle est toujours là, mais elle permet de faire progresser. Elle n'est pas... elle ne stagne pas les gens dans les matières. Moi, mes élèves, ils n'ont plus de notes. Hein. Ils rentrent, ils ont des points. Donc tout à l'heure, je disais que je mettais 20 sur 20, donc je mets des points. Je mets beaucoup de points en collectif et je mets des points individuels. Donc les élèves, dans mon cours, ils peuvent s'enrichir. Ils sortent toujours de mon cours plus riches que quand ils sont rentrés. Donc il faut aussi utiliser l'évaluation. Là, j'ai parlé beaucoup de réussite, mais j'ai eu énormément d'échecs. Hein. La première année que j'ai fait la classe renversée, la toute première année, je n'ai pas changé l'évaluation finale. J'ai eu une catastrophe aux examens. Donc je fais la méthode, je crée cette méthode-là. C'était fantastique, on a vécu un semestre extraordinaire. Arrive le jour d'examen, les notes, elles étaient catastrophiques. J'avais jamais eu des notes aussi mauvaises que ça. Parce que les élèves, et des notes catastrophiques, hein, et 15 jours après, on a ce qu'on appelle les épreuves de rattrapage. Donc ceux qui ont raté l'examen, ils peuvent faire du rattrapage. En général, quand on fait du rattrapage, c'est les moins bons encore. Hein. C'est rare que l'élève ait tout compris en 15 jours. Et bien là, au rattrapage, ils ont tous 18 sur 20. Je ne comprends pas, ils ont tout renversé. Ils ont des mauvaises notes à la première session. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme les étudiants avaient construit le cours par eux-mêmes, ils s'imaginaient le savoir par cœur. Donc ils ont plus révisé les autres matières. Ils ont plein de matières à... Et donc ils sont arrivés à la fleur au fusil dans la matière, et moi je n'avais pas changé l'évaluation. Donc j'ai noté comme une machine. Et c'est seulement 15 jours après, quand j'ai récupéré 10% des copies des élèves qui avaient raté l'examen, ceux-là en 15 jours, ils ont dit « Ouh là là, on n'y retourne pas 2 fois comme ça », ils ont appris leur cours, et ils ont eu des bonnes notes. Ça veut dire que l'évaluation, quand vous innovez, il faut innover jusqu'à l'évaluation, il faut inclure. Et des fois, j'ai des profs qui ne veulent pas innover dans leur cours. Ils disent, moi, ma façon d'enseigner, j'y toucherai pas. Je suis à l'aise, ça marche bien. Je ne toucherai pas à ça. Ok. Tu corriges des copies? Ah, je corrige des copies. 15 heures de correction de copies. Ça ne t'intéresserait pas de ne plus corriger de copies? Et donc, si tu innovais dans l'évaluation. Donc, on a créé des méthodes où on divise par 3 le temps de correction en augmentant l'efficacité. Là, ça a intéressé les profs. Ils ont dit, oh, moi, ça m'intéresse. Je ne change pas ma méthode d'enseignement, mais j'ai des méthodes d'évaluation qui me prennent moins de temps. Sur le week-end, je peux faire autre chose, je peux corriger des dossiers. Et vous savez ce qui s'est passé? Un prof, s'il change sa méthode d'évaluation, ben, il va être obligé de changer sa méthode de cours, parce que s'il dit aux élèves, moi, il n'y a plus d'examen écrit à la fin. Vous allez faire une carte mentale, et puis etc. Ah bon, mais comment on fait? Et donc, j'ai un prof, par exemple, il avait des promos de 50 à 100 élèves, il corrigeait 50 copies ou 100 copies tous les mois. Maintenant, il ne fait plus de copies. Il travaille sur des cartes mentales, sur des grands formats. Il fait travailler les élèves avec des couleurs différentes. Chaque couleur correspond à un élève. Et il corrige des cartes. Et donc, au lieu de corriger 50 copies, il va corriger 10 cartes ou 8 cartes. Et il est capable de mettre une note globale au groupe
et d'individualiser en bonus. Et bien au lieu de corriger ses copies pendant 15 heures le week-end, il les corrige plus pendant 4 ou 5 heures. Enfin, quand j'ai le week-end, c'est la semaine. Il a divisé par 3 et l'efficacité, elle est impeccable. Parce qu'il y a des élèves d'un seul coup qui sont meilleurs en carte mentale, et ceux qui aiment bien écrire, on peut écrire dans une carte mentale, donc ils ne sont même pas perturbés. Encore une question? Christine Pirel, je vous remercie pour votre exposé qui était vraiment très enthousiasmant. Et en fait, moi j'ai une question par rapport, je rebondis sur ce que Rochane a dit tout à l'heure, aux soft skills, parce que je vois dans votre méthode une formidable occasion de pouvoir développer ces soft skills, et je voudrais savoir comment, est-ce que vous les développez, est-ce que vous les évaluez, est-ce qu'à un moment donné on en parle? Alors, oui, c'est une très bonne... c'est vrai que j'aurais pu être plus complet dans la réponse à Rochane. Avant, quand je notais mes élèves, je notais que sur l'acquisition des connaissances. Donc, je leur faisais cours, je corrigeais leurs copies, et quand un élève il avait 15 sur 20, c'est qu'il avait retenu, on va dire, 15 choses sur les 20. Quoi. En tout cas, j'étais capable de lui dire ce qu'il n'avait pas retenu. Aujourd'hui, quand je mets des points, je ne mets plus des points que pour les connaissances. Je note, je donne des points aux élèves sur la quantité, la qualité, mais aussi sur ce qu'ils font. Par exemple, quand un élève va au tableau, quand un élève pose une question, quand des élèves travaillent en groupe, quand l'élève fait le karaoké, je mets des points. Je mets des points sur est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il a interagi. Quand un élève, par exemple, il est tout seul dans la salle, il est tout seul, il est sur l'ordinateur, je passe derrière lui et je vois qu'il est en train de prendre un schéma, il copie, etc., je lui mets des points, sans lui dire. C'est-à-dire qu'il est en train de contribuer à quelque chose. Le fameux Salman Khan dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son livre qui s'appelle L'éducation réinventée, qui est un super bouquin, il dit il existe une compétence qu'aucun système d'éducation ne note, et qui est pourtant la compétence fondamentale attendue par la société, les entreprises, les institutions, la numéro 1, c'est la capacité qu'a, alors que cette compétence, on serait capable de l'évaluer en cours, moi je mets des points pour ça, c'est quelle est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe. Parce qu'on sait qu'un élève qui aide son camarade de classe, demain matin, c'est un collègue de travail qui aide les autres collègues. Et donc, quand vous avez des entretiens d'embauche, des CV ou des choses comme ça, il n'y a jamais un élève qui dit « Moi, j'ai mention très bien dans la capacité que j'ai à aider les autres. » Parce que c'est aider, hein, on le fait dans les formations, mais ce n'est pas évaluer. Or, avec mon système de points, comme je mets des points, j'ai plus besoin, en face de chaque point, de dire pour quel type de connaissances j'ai mis le point. Je peux noter des relations, des interactions, je peux noter ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que mon évaluation en contrôle continu, elle inclut les interactions, on recrée du lien social, on recrée du lien entre les élèves, et il n'y a que le jour d'examen où c'est de la connaissance. Alors, le jour d'examen, c'est de la connaissance pure. Vraiment, vraiment. Quand Marc Descourt disait innovation, moi j'ai une petite question dans la foulée de ce que vous venez d'exprimer là. Vous avez expliqué tout à l'heure que des entreprises s'intéressaient au modèle et venaient participer, etc. Est-ce que vous avez pu mesurer ou apprécier l'attitude des entreprises par rapport à ceux qui sortent de vos filières d'enseignement? Donc est-ce que ces soft skills, est-ce que ce bagage revêt une véritable valeur ajoutée lorsqu'ils s'orientent sur le marché de l'emploi? Les étudiants, quand ils partent dans le... Tout à fait. Là, on ne l'a pas fait parce que c'est assez court. Moi, mon expérience, elle se passe en 3e année d'université. Je les ai sur une année. Je garde le contact avec les étudiants en master. Ce genre de pédagogie, ça correspond à 10-15% de leurs cours normaux. Donc, ils restent quand même imprégnés de 80% d'enseignement classique. Donc, s'ils sont un peu meilleurs en interaction dans l'entreprise ou en stage, est-ce que c'est dû à ces 10 à 15%? Je ne sais pas. Par contre, de manière plus globale, dans les études universitaires, en tout cas, nous, on pratique beaucoup, comme on fait de plus en plus de travail collaboratif, etc., les étudiants, quand ils cherchent des stages, ils posent toujours la question au lieu de stage, est-ce qu'il y a du travail de groupe? Est-ce que vous connaissez le coworking? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, les chapeaux de Bono, les work cafés, ces choses-là? Et donc, quand on discute avec les entreprises, il n'y a pas une semaine où on ne travaille pas avec les entreprises. On observe que les patrons des petites entreprises, PMI, PME, etc., ils sont affolés par ça. Les patrons des petites entreprises se disent, si vous formez des jeunes comme ça, nous, on n'a pas toujours les capacités à leur donner la même chose. Parce qu'on n'a pas beaucoup de collaborateurs, on est né dans le boulot, et on est assez classique. Les grosses entreprises, les boîtes plus larges, elles ont toujours des lieux où il se passe ce genre de choses. Et elles ont le rapport avec l'université plus facile. Donc la crainte
la crainte des entreprises, c'est de voir arriver sur le marché des jeunes dont ils pensent qu'ils n'ont été formés que par ces méthodes. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Hein. Ces méthodes-là, ça reste que 10, 15, 20% au maximum. Après, il y a des écoles très particulières, vous savez, des académies, des écoles finlandaises, il y a des méthodes vraiment très originales, où là, c'est 100% d'information. Alors ceux-là, eux, il y a un gros choc avec l'entreprise. Il y a des écoles sans prof, hein. Il y a des écoles sans cours, il y a des écoles sans notation, jusqu'à niveau bac plus 5. Hein. Donc ceux-là, là, c'est... Mais moi, je ne l'ai pas observé à mon niveau. Ok, on va prendre une dernière question. Oui, moi j'ai une question sur le début en fait, du processus de constitution de la classe ARC. Vous avez parlé de casting pour constituer les groupes. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir la question? Ah, le casting de mes étudiants, c'est facile, j'ai utilisé la méthode de la FIFA. Je suis désolé d'être en Belgique. Vous avez été dans tellement belle équipe que j'espère que dans 2 ans, vous serez champion d'Europe. J'ai pris la méthode de la FIFA, en fait, des groupes de qualification pour le football. Donc, ma collègue, j'ai 50 étudiants, ma collègue, elle les connaît très bien. J'ai dit, écoute, je dois faire 6 équipes, 6 groupes. On va faire comme les qualifications de l'UEFA ou de la FIFA. Donc, on a pris 50 bouts de papier. Elle a écrit un nom d'élève sur chacun des bouts de papier. Et j'ai dit, tu peux trouver les 6 têtes de série là-dedans, Brésil, Belgique, France, c'est ce que vous voulez. Donc, elle a pris les 6 étudiants les meilleurs d'un point de vue des notes. Tac, 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 j'ai mis mes 6 têtes de série. Après, on a regardé le reste des papiers. J'ai dit, maintenant, tu peux trouver les 6 étudiants là-dedans dont parfois on est content quand ils ne viennent pas, quoi. Ou qu'on se demande ce qu'ils font là. Donc, elle a pris les étudiants. Ils sont sûrement très bons, hein, mais pas d'un point de vue académique. Donc, elle a mis les 6 comme ça. À nouveau, les 6 meilleurs, les 6 moins bons. Et quand j'ai eu mes 6 groupes, j'avais des 6 groupes où je mélangeais des élèves qui étaient bons et moins bons en termes de notes. Mais ce n'est pas suffisant. Je lui ai demandé de séparer les copains et les copines. Donc quand il y en avait 2 qui étaient souvent ensemble, qui travaillaient ensemble ou qui venaient du même lycée, on les a séparés. Ce qui fait que quand ils sont arrivés dans ma salle de classe, ils étaient par équipe. D'ailleurs, je leur ai dit, bienvenue dans le monde réel. Le monde qui vous attend. Il n'y a aucun patron qui va vous embaucher avec vos copains, vos copines. Et donc, voilà, dans chacun des groupes, vous avez tous les profils, entre les plus scolaires, les moins scolaires, etc. Et vous avez remarqué, chacune d'entre vous, vous avez vos meilleurs amis dans les autres équipes. Ce qui fait que ça a marché super bien. J'ai quelques collègues qui sont venus voir ma classe. J'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Et puis, on fait des réunions, ils me disent « Ah, j'ai essayé là, tes tableaux tournants et ça. Moi, ça n'a pas marché. » Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a des groupes, ça marche super bien, puis il y a des groupes, ça ne marche pas. Donc, je me retrouve avec 10 groupes, 6 groupes, c'est usant. Hein. Il y a un groupe qui avance, c'est fini, l'autre groupe, il n'a pas commencé. Et j'ai tapé comment tes groupes? J'aurais dit de se mettre comme ils veulent. Mais non, il ne faut pas faire ça. Parce que si vous dites aux gens, même dans vos formations, mettez-vous comme vous voulez, ils se mettent par profil, ils se ressemblent. Donc il y a des groupes qui vont très vite, d'autres qui vont moins vite, d'autres qui vont nulle part, quoi. Alors que si vous les mélangez, vous faites de la biodiversité, c'est tout le contraire de... Donc c'est important. Il y a plein de méthodes pour faire des groupes. Le nombre de groupes, le nombre d'étudiants, 6, le nombre 5, 6, 7, le nombre par groupe, le casting, ça c'est vraiment important. Eh bien, nous allons rester sur la FIFA et la biodiversité. Oui, merci. Un tout grand merci, je pense qu'on peut encore vous applaudir. Merci à vous.